Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Keep le Bonheur Dream. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, Clément Dudek. Salut Clément, Salut, ça va? ça va et toi? Super. Juste avant que tu te présentes, que je te laisse un peu quelques minutes pour que tu puisses te présenter un peu à nos auditeurs, j'aime bien toujours poser une question en début d'épisode avec un invité pour casser un peu la glace. Si tu devais m'expliquer ton pire investissement, ça serait lequel? S'il y a vraiment un investissement que tu as fait une fois dans ta vie où tu t'es dit vraiment celui-là, si j'avais pu me l'éviter, je me serais évité soit beaucoup de pertes financières, soit beaucoup d'ennuis. Les NFT, les NFT, les NFT. Ah, Les les NFT? NFT, franchement, c'était le, vraiment en deux mots parce que bon, ce sujet, faut pas en faire un trop long discours, mais Ouais. les NFT, ça a tellement explosé, mais tellement, tellement, tellement explosé, et ça s'est tellement crash, tellement vite. Euh, on a lancé une collection pour la petite histoire. Ok. Bon, ça s'est pas mal déroulé parce que Euh, on on n'était pas de là à perdre de l'argent non plus, mais Ouais. quand même, on était dans une période où les gens se faisaient des millions de tous les côtés et rataient le coche. On a raté le coche complet. Les NFT, C'est-à-dire, je l'ai encore en travers là. ah ouais, à ce moment-là, Euh, c'est quoi? C'est votre collection qui a pas marché ou qu'est-ce qui fait qu'en gros, t'as raté le coche là-dessus? des achats de NFT que j'avais acheté qui ont fini par valoir zéro. Ok. On tombait à zéro. Mais ça, c'est même pas le plus chiant parce que je le savais. J'avais la conscience en achetant ce truc que je me suis dit, je vais jamais essayer de le revendre. C'était pas de la spéculation ni rien. Ouais. Je savais que ça allait pas tenir forcément sur le long terme. Euh, mais on a lancé effectivement une collection. Et en fait, le truc, c'est qu'on a pris trop de temps à faire un truc quali et tout ce qui va bien, alors on aurait juste dû faire des vieux chiens, tu vois. Des vieux chiens, vente, bam. Et en fait, on s'est fait chier à faire un truc vraiment quali, vraiment propre. Et en fait, on a pris Ok. le temps de le faire. Et au moment de le lancer, le marché s'était retourné, quoi. Donc ça s'est Et vendu bien, mais on a tombé sur nos pattes, on va dire. on était quoi? On était sur le dernier bull run, j'imagine. Ça doit être quoi, 2022? En fait, c'était, alors encore une fois, j'ai une très mauvaise mémoire, mais c'était en Ouais. février. Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année encore d'avant, Ok. mais je me rappelle de ce mois de février où les NFT sont tombés c'était tellement haut, c'est tombé à zéro. Mais on les voit passer, tous les mecs qui ont acheté les Ape là. Ils ont acheté ça, certains 5 millions, 6 millions, 7 millions, Ah Justin ouais, Bieber et y en a, tout. il y en a, ils ont mis des fortunes dessus, hein. Je voyais certaines NFT, elles se vendaient genre 2000 ETH, et Ouais, déjà à l'époque, c'était une somme de fou, quoi. on voyait passer les news. Et maintenant, si tu regardes, parce qu'on peut toujours les traquer, Ouais. qui détient les NFT, bah c'est toujours les mêmes personnes qui ont fait n'importe quoi. Ouais. Et qui aujourd'hui ont acheté des apes à des centaines de TH, voire des milliers, et qui valent plus que des dizaines de TH, quoi. Ouais, moi, je sais que les NFT, je m'en suis toujours tenu à l'écart. J'ai toujours trouvé que c'était compliqué d'avoir un peu, tu sais, une évolution de la valeur d'une NFT un peu style graphique, tu vois, comme n'importe quelle crypto. Sauf qu'au final, le principe un peu de ton NFT, c'est qu'elle est rare, parfois elle est même unique. Et tu te dis, OK, comment un actif unique peut avoir son prix qui va varier dans une journée, tu vois. Autant quand tu prends, je sais pas, tu prends un token, il y en a plusieurs millions qui sont en circulation, tu te dis, OK, bon, ben, ça varie quelques pourcents, voilà, parce qu'il y a quelques transactions qui sont faites à tel prix, tel prix, tel prix. Quand tu as une NFT qui vaut on te dit ouais, ça vaut 2000 ETH, je me dis toujours qu'est-ce qui permet d'estimer ça? Même si derrière tu as un carnet d'ordre, le problème c'est que tu as toujours quelqu'un qui peut mettre un faux ordre pour essayer de créer un faux mot dessus. Tu vois, c'est pour ça que je me suis toujours tenu à l'écart de ça. Je trouvais que c'était trop compliqué d'aller identifier celle qui avait vraiment du potentiel. On n'entend plus parler de tous ceux qui ont acheté des terrains dans le métaverse, hein. Aussi, Comment ils vont? ça c'est pas mal, ouais. Comment ils vont tous ces gens-là? Ouais, Comment ils se comportent? Parce que hein, je me rappelle du moment où tu sais, c'était avant, les gens achetaient des terrains dans le métaverse, etc. ouais, C'était trop la hype. Mais ah ouais, mais les gars, comment ça va dans votre vie actuellement? Ça se passe bien? ouais, complètement. Moi, j'ai vu un réel il y a pas longtemps là-dessus, justement. T'as un mec, tu sais, qui faisait un peu la blague en mode agent Ouais, immobilier du métaverse et il disait que ça valait plus rien, tu vois. ouais, c'est pour ça. Ouais. Ouais, bon bref, Ok. les NFT, j'ai encore en travers. Ouais, tu fais encore en travers. Ok. Bon, c'est pas mal ça. Ça permet de voir un peu ce sujet. Et vas-y, si tu veux te présenter un peu, prendre deux, trois minutes pour dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, alors moi c'est Clément Dudek. J'ai commencé mon parcours d'étudiant classique en école d'ingé en informatique. Ok. Donc filière vraiment classique du bon salarié en France. C'est-à-dire que j'ai fait mon bac S, j'ai eu ma petite mention, je suis allé en école d'ingé, je fais mes petites années. Les gens le savent pas, mais j'ai fait quand même 5 ans d'école d'ingé, hein. C'était long. Et en fait, sur le côté, je regardais à l'époque Raphaël Carteni.
qui faisait des OK. vidéos sur comment lever avec un prêt étudiant pour acheter son premier studio et sortir de la rat race, tu vois? Ouais, je les ai vus cette vidéo, c'était à l'époque à peu près où j'ai commencé aussi. Ouais, c'était à l'époque et c'était super et moi j'étais là: «Attends, c'était super intéressant», tu vois? Et donc j'ai commencé par ça et en fait après j'ai vite fait le switch, où je me suis dit: «OK, mais avoir effectivement un petit studio, qui va effectivement me rapporter, bon vu les montants de 50K max, on pouvait espérer un petit cash flow à 100-200 euros quoi. Mais À peu près. c'était déjà fou parce que moi je gagnais 200 euros par mois, tu vois? Ouais, donc Heu, tu t'es: «Vas-y, je double mes revenus». mais c'est ça, en fait je gagnais 200 euros par mois. Je me rappelle ma plus grosse dépense, c'était les 30 euros de la salle de sport et ça me faisait OK. chier comme le monde de dépenser 30 euros dans la salle de sport. Je me rappelle quand je faisais mes courses, j'en avais pour 22 euros par semaine et le plus cher, c'était les 7 euros de poulet. De plus Heu, ouais, OK. ouais et je vivais dans le 9 m², résidence universitaire, du Crous. Enfin, vraiment, c'était la guerre, quoi. OK, OK, ouais, je Heu, vois. C'était vraiment la guerre et après, j'ai commencé à, choper une alternance, donc avoir un premier salaire OK, parallèle de mon école d'ingé et moi, je suis pas passé par 4 chemins. J'ai été le seul à faire ça. Je me suis dit: «OK, quelle est l'entreprise en France qui paye le mieux les alternants?» OK, Salaire d'alternant, c'est quoi? C'est entre tu commences à 700, tu passes à 900, tu passes à 1000 à 1 300. J'ai pas mal d'alternants aujourd'hui, donc je connais bien les salaires. ouais. Et Tu peux donc avoir quelques boîtes qui payent, hein, tu vois? Moi, j'étais rentré dans une banque en alternance, Crédit Agricole et je prenais à peu près 1 800 en alternance. voilà, effectivement. Moi, je me suis dit: «OK, ça, c'est le minimum légal, c c'est ce que tout le monde se contente». Moi, je me suis dit: «Quelle boîte paye le mieux, les alternants?» Et il s'avère, pour tous ceux d'ailleurs qui font de l'informatique, quoi, ou système numérique et cetera, il y en a une qui s'appelle, Naval Group, donc leader européen dans les bâtiments de surface et dans les, sous-marins nucléaires. Oui, Donc voilà et effectivement, j'avais des salaires à plus de 2 000 € net en alternant et OK, donc c'était fou et effectivement Naval Group, c'est détenu par Thales et effectivement ce domaine-là paye très bien parce que le panier moyen, quand tu es une Naval Group, c'est 3 milliards. Voilà, quand tu vends, c'est ton client, c'est l'Égypte, c'est l'Australie et cetera. Donc c'est pour ça que c'est une boîte qui fait énormément de bénéfices et donc effectivement qui paye très bien ses alternants. Et moi, en fait, j'ai fait mon alternance et donc je me suis mis à gagner 2 000 € net au lieu de 200 et en fait, mon mindset n'a pas changé. Moi, je suis resté bloqué avec petite salle de sport à 30 € par mois, ouais. mon petit poulet à 7 € et cetera et en fait, j'épargnais en bourse à l'époque sur le PEA 1 000 à 1 500 € par mois Putain, c'est et énorme en vrai, hein. ouais, 75% de tes revenus, quoi. ouais, en fait, parce que je suis resté bloqué. Je vivais dans un 9 m², je dépensais rien, j'étais bloqué, tu vois? Et en fait, j'ai mis très longtemps à me débloquer qu'en fait que, mon but, c'était plutôt d'exploser mes revenus, plutôt que d'épargner un max. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon premier business, qui était conseiller patrimonial. OK. Alors attends parce que là tu vas un peu vite du coup parce que du coup c'est bien que tu dises que justement il fallait, rester sur, énormément d'épargne mais par exemple tu as commencé à épargner sur le PEA, comment tu avais fait? Tu t'étais formé, tu avais regardé des vidéos, parce que tu vois en vrai tu avais pas fait forcément des études en finance ou quelque chose comme ça donc tu t'es dit: «OK, il faut que je mette de l'argent de côté plutôt que simplement le mettre sur un livret ou dans autre chose». Tu te dis: «Vas-y je commence direct à le mettre sur le PEA». C'était quoi, des actions, des ETF? Ouais, en fait, c'est ça qui a commencé et c'est ça qui m'a révélé et qui m'a donné cette passion pour, l'investissement en bourse et OK, qui donc m'a fait déclencher sur ce business de conseiller patrimonial. Mais effectivement, j'ai commencé à la base par me former et à me dire: «OK, là, j'arrive à épargner 1 500 € par mois, j'en fais quoi?» d'accord. Et ça me faisait pas bander de mettre sur un ETF. C'était juste pour ça, hein. J'ai jamais fait en bourse des perfs, à l'époque du PEA, supérieurs à la au Nasdaq ou au S&P, tu vois? Oui. De Donc toute façon si tu achètes le marché, tu feras la perte du marché, hein. ouais, voilà, complètement. Mais moi, ça me faisait kiffer quand même d'avoir mes petites actions et de faire mon stock picking, et si, non, je suis un menteur parce qu'en France, il y a quand même si vous avez un PEA, il y a quand même des boîtes que vous devez détenir en direct. Je suis désolé de le dire. Parce qu'en France, il y a un domaine où on a le PEA, il y a un domaine qui surperforme le Nasdaq, qui surperforme toutes les boîtes tech, c'est le luxe. Dans le PEA, vous avez accès à L'Oréal, qui est le leader mondial des titres cosmétiques, à LVMH, leader mondial du luxe, et à Hermès. Il y a Kering aussi. Il y a Kering ça aussi, dans ouais, le c'est ce luxe, que j'allais dire. en PEA, quoi. C'est une dinguerie. Elles sont toutes en train de se dire: «Ouais, est-ce qu'on bougerait pas, sur le marché de New York?» et cetera. Je pense qu'elles vont finir par se barrer un jour. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, elles sont dans le PEA et les courbes sont dingues. Les courbes dans le luxe, c'est le seul domaine qui est connu pour ne pas connaître la crise.
Donc, effectivement, moi, j'étais très, très LVMH, Hermès. J'avais du Total parce que j'étais en mode dividende et j'avais du Air Liquide. Ma plus grosse position à l'époque, c'était Air Liquide. J'étais fan de Air Liquide absolu. Ben, en plus, Air Liquide, c'est vraiment considéré comme un peu, tu sais, la boîte à papa qui est bien gérée, qui, si tu le Ouais. détiens à long terme, quoi qu'il arrive, tu auras un peu de dividende, tu auras de la perf à long terme parce qu'entre guillemets, bah, plus tu as d'inflation, plus tu vas voir le montant, le prix de l'action qui va continuer à évoluer. Mais c'est vrai que tu avais raison d'être sur le luxe parce qu'au final, c'est souvent pour ça qu'on voit un peu que la bourse française, elle est plutôt efficiente. Bon, certes, elle vaut pas la bourse américaine, mais elle reste quand même une des bourses les plus intéressantes au monde. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir du CAC 40 que pas mal d'autres bourses mondiales. Et tout simplement dû au fait que tu as à peu près 60% du CAC 40 qui fait son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc entre guillemets, même si le marché économique français est pas à la pointe, tu prends justement les boîtes du luxe, ils vont en Asie, ils vont aux États-Unis, donc entre guillemets, eux, ils vont très bien performer, même si derrière la croissance économique en Europe ne suit pas, quoi. Ouais, c'est con, tu vois, je viens de regarder, mais L'Oréal, on a 370 actuellement, sachant que c'est en train de se crash un petit peu. Moi, je m'en rappelle, j'ai acheté ça à 150, tu vois. Ouais. Et en fait, la courbe, elle est juste bête et méchante. Elle monte. Bah, surtout que tu as dû commencer quoi là, si, parce que tu m'as parlé tout à l'heure de la vidéo de Raphaël, ça doit être quoi, ça, 2017, je pense que tu as dû Ouais, commencer du coup? c'était du 2016, 2017. Moi, je me rappelle à la toute Ok, base, j'avais commencé à me renseigner sur l'e-commerce ouais, en 2014-2015. C'était les tout débuts, vraiment ok. les tout débuts, tu vois. Et après, effectivement, je me suis renseigné sur Raphaël Carteni. Ça devait être du 2000. Encore une fois, je suis très mauvais avec les années, hein. Mais ça devait être entre 2015 et 2017. Ouais. Ouais, je pense parce que tu vois, moi, je suis tombé dans l'investissement, on va dire milieu 2017 et c'était au moment où ils venaient de lancer leur chaîne YouTube, donc je pense que ça doit être à peu près à ce moment-là. Bon, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, tu enchaînes après sur ton business du coup de conseil patrimonial et comment tu te dis parce que t'es quoi, tu fais ça en parallèle du fait que t'es alternant ou c'est à la fin de ton Ouais. alternance? Comment ça s'organise? Ça, c'est en parallèle de mon école d'ingénieur, en parallèle de mon alternance chez Naval Group. Ok. Et tu peux pas être conseiller patrimonial en France comme ça. C'est pas OK les gars, je suis conseiller, donnez-moi votre argent, tu vois. Ça marche pas comme Ouais. ça. Et heureusement d'ailleurs. En France, pour être conseiller patrimonial, faut passer des habilitations en école de commerce. Et donc je suis le seul mec qui a fait école d'ingénieur et école de commerce en même temps, en fait. Je faisais Ok. école d'ingénieur, alternance de mon école d'ingénieur, école de commerce et en cours à distance. Et je faisais ma boîte, ma création de boîte de conseiller patrimonial. Ok. T'as direct créé une boîte, t'as fait quoi? T'as fait une SAS ou tu t'es mis une auto-entreprise? Auto-entreprise au début, Ok. auto-entreprise. Vraiment pas de prise de tête, Ok. Ok. qui est passée sur une SAS après. Ok. Et du coup, t'as fait quoi avec l'école de commerce? Ça t'a permis, j'imagine, de passer l'AMF, de passer IOBSP, etc. pour avoir C'est les ça, accréditations? c'est Ok. ça. Il y avait quoi? Il y avait l'IOBSP, CIF, MIA, Ouais, en fait, t'as agent CIF, lié. AMF, IOBSP, et après, t'as je crois qu'ils appellent ça la CJ pour les actes juridiques. Mais elle, c'est un peu la plus compliquée à avoir, parce qu'en général, il faut avoir fait des études de droit pour l'avoir. J'étais tellement pas sérieux que je me rappelle, il y a une vidéo d'ailleurs, toujours dans mes highlights sur Ouais. Instagram, où on voit que c'est le 31 décembre. En fait, la limite pour obtenir pour passer mes Oui. formations, c'était le 31 décembre. Euh, et le 31 décembre, je sais plus de quelle année, on voit que je suis en train de conduire pour aller en soirée et je suis en train de conduire et en même temps de faire mes faire mes formations sur le Mac. Ouais, En fait, j'ai le pour MacBook les sur valider. le tableau de bord. Ouais, ok. Et je crois qu'elle est toujours dans mes highlights ces vidéos-là, mais ça date d'il y a très longtemps. Ouais. Ok. J'étais pas sérieux parce qu'en fait, je me croyais à l'école. En fait, je me dis c'est bon, j'en ai rien à foutre de CQCM là. Je veux juste pouvoir lancer mon activité, trouver mes premiers clients et commencer à faire ce que je veux faire. Bah, de toute façon, c'est toujours le même problème avec les accréditations et les examens, c'est que c'est quand même bien parce que ça fait un filtre à l'entrée, ça évite que n'importe qui puisse donner des conseils sur ces sujets-là. Mais le problème, c'est que souvent le contenu est pas à la hauteur, quoi. Parce que moi, pareil, quand j'ai été Ah ouais. banquier d'affaires, j'ai pas dû passer l'AMF, etc. On va te poser des questions qui sont giga techniques sur les calculs de taux de la banque centrale, etc. Mais des fois, tu te retrouves avec certains conseillers qui ont l'AMF, qui s'y connaissent pas bien en ETF, qui sont pas capables de bien comprendre un effet de levier, un taux de rentabilité sur l'immobilier, tu vois. Tu te retrouves avec des anomalies où, certes, les examens, c'est pas mal, mais c'est pas ce qui fera que tu as un bon conseiller ou pas, quoi. Ouais, complètement. Les formations, c'était de la pure théorie, école de commerce, vraiment c'était chiant. Ok. Et en fait, parce que comment t'en es venu à te dire, ok, je vais faire une alternance à Naval Group parce que c'est eux qui me payent le mieux, et en parallèle, je me mets en
en conseiller financier, c'était quoi ton calcul? Tu te dis: «OK, conseiller financier, ça sera plus rentable» ou alors je fais ça en side business à côté? Ou alors tu te dis: «Bon, finalement, Naval Group, certes, ça paye, mais c'est pas ce que je veux faire». Quel a été un peu le cheminement? Ou juste tu t'es dit: «Vas-y, je lance plein de trucs en même temps et je verrai ce qui fonctionne le mieux»? Alors moi, mon goal absolu, c'était imagine, mais vraiment, imagine, j'arrive à gagner autant que mon salaire d'ingénieur, par moi-même. C'était ça OK. vraiment mon but absolu et je Ouais, me suis t'étais déjà dit dans la méta: «Je vais remplacer mon salaire». en fait, je voyais tous les gens dans la boîte. J'étais sur le site de Toulon, plus gros port Mmh. militaire d'Europe. Heu, j'étais là et je voyais tous les cadres, ingénieurs qui se baladaient. Personne n'était heureux. Enfin, les gens étaient heureux, mais vite fait, quoi. C'était vraiment, Oui, bah, on est là parce qu'on est payé, quoi, tu vois? Tu en avais qui se payaient, il y avait la sortie de la Tesla Model S, la toute première à l'époque, je me rappelle. oui. Il y en avait un qui s'était payé une Tesla et tout, c'était stylé et tout. J'étais là, mais c'est gay, en fait. Enfin, c'est gay, en fait. Et moi, j'arrivais pas à coller avec ce truc-là. J'étais en mode, c'est pas stylé, en fait. V J'ai pas envie de faire ça. En fait, j'avais un truc qui se passait dans mon cerveau où j'étais en mode: «Les gens se contentent de ça, moi je peux pas, ça me fait chier profondément, il faut que je trouve une solution pour sortir de ça». Et donc je me suis dit: «OK, il y a ce business-là l'investissement, ça me passionne. Je vais essayer de monétiser ça. Je vais créer un cabinet et je vais essayer d'égaler mon salaire d'ingénieur». Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 mois, à peu près environ au moment où j'avais fini ma formation, j'ai effectivement pu commencer à faire mes premiers deals et j'ai effectivement pu commencer à me rendre compte que putain, là, je viens de faire une vente, je viens de payer 5 000 quoi. J'ai pris 5 000 net. Comment c'est possible? Mon cerveau, il a explosé à ce moment-là. Et c'était justement la question que j'allais te poser juste après, parce que du coup, dans ton business de, conseiller financier, tu faisais quoi? Tu faisais du placement, en tant que courtier ou alors tu faisais, que, du paiement sur honoraire? Comment tu fonctionnais un peu là-dessus? J'étais payé à tous les niveaux. C'est-à-dire que je faisais des heures, facturées. Je OK, faisais aussi des commissions, de vente sur de l'immobilier neuf. OK, Je faisais aussi des accompagnements où je prenais un petit pourcentage sur de l'immobilier ancien. d'accord, Je prenais des coms sur des produits financiers type, SCPI, assurance vie. Heu, OK. Super intéressant d'ailleurs pour les SCPI parce qu'en fait, moi ça changeait rien pour l'investisseur. Je prenais juste une com sur les 10% d'entrée des SCPI justement. Oui, Heu, sur les droits d'entrée directement, ouais. ouais OK, exactement. En fait, je prenais une com sur la SCPI, pas sur le et j'avais des top produits. Parce qu'en fait, toutes les SCPI, même les meilleures SCPI du marché, on les avait je pouvais les vendre. Et donc en fait, j'avais un vrai bon produit, que je vendais vraiment, c'était pur quoi. Et je vendais ça et donc en fait, j'étais payé à tous les niveaux. Pouvait me charger effectivement de trouver le crédit et j'étais payé effectivement 0,5 du crédit en tant que courtier, classique, voire 1 OK, des fois. Donc effectivement, j'étais payé à tous les niveaux. oui, Ce qui me payait le plus, c'était effectivement quand il y avait une personne où ça collait bien de faire un investissement dans le neuf parce qu'il payait 10 000 € d'impôts, à l'année. oui. Là, effectivement, je prenais des coms sur la vente directement. Et là, je me suis retrouvé à prendre des 5 000, 7 000, des 8 000, boum, 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 tu vois? Et je OK. prenais ça et je me suis dit: «Putain, mais comment c'est possible, quoi?» Et j'arrivais au travail, j'arrivais Ouais, et les gars, ils étaient là, «Waouh, machin, on les, enfin, c'était pas fun, c'était pas drôle, et ça parlait de trucs nuls. Et moi, je venais de prendre 8 000, tu vois? Non, ma 2e vente, j'ai pris 12 000. OK. 12 000. Putain, ouais, ça 12 commence tout 000, à faire des gros 12 000 chiffres net. d'affaires parce que en plus j'imagine que tu fais quoi? Tu fais ça le soir, le week-end, Le parce que soir. j'imagine la journée tu es au bureau? Alors, super intéressant. C'est là où j'ai commencé à mettre en place une routine parce qu'en fait, Ouais, je me levais le matin à c'était quoi? Il était quoi? Il était 6 heures. OK, Je me rappelle, je faisais l'ouverture du Basic Fit à 6h30. Ça, c'est important. OK. Je faisais l'ouverture, donc je sortais de mon petit 9 mètres carrés là. Ouais, Je faisais mes œufs, tu vois? ouais. Mes petits œufs là, clac, 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 sur ma poêle en téflon complètement éraflé de partout. En On fait, avait tous la même quand on était étudiant, t'inquiète. le matin, tu sais quoi? J'avais même pas d'assiette. Je mangeais dans ma poêle en téflon. Tu sais quoi? J'avalais le cancer et Ouais. purement et simplement. J'avalais le cancer, je prenais un pré-workout. C'était mon petit déj. Bah, de toute façon, si tu t'entraînes à 6h30, moi, les rares fois où je l'ai fait, moi, je sais que je suis pas spécialement quelqu'un qui aime me lever particulièrement tôt. Les rares fois dans ma vie, je me suis entraîné à 7h, ouais, fallait v'là la dose de caféine pour y aller, quoi. Mais c'est ça. Et en fait, mais après, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, je me lève encore à 6h30 et avec plaisir parce que je me lève à l'heure que je veux. Donc attends, on va en reparler de ce point-là. Mais Vas-y. avant, c'était pas par plaisir. Avant, je me levais à 6h30. Non, je me levais à 6 pour faire l'ouverture du Basic Fit à 6h30. Je faisais ma petite séance sous pré-workout,
sous les petits œufs, etc., sous vitamine D3. Bon, j'allais directement à l'entreprise. Ce qui était bien, c'est que j'avais la douche là-bas directement. Petite douche, tac, 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 on se met bien. Petite journée de salarié. On est là. Petit développement web, petit développement logiciel. J'étais bon et en vrai, ça me faisait pas chier parce que j'étais pas mauvais dans ce domaine-là, tu vois. Tout ce qui était OK. développement logiciel, développement web, développé sur Angular, pour ceux qui connaissent, JavaScript, etc. On était là. Je rentre chez moi. 17h, 17h30. En fait, des fois, j'aimais vraiment bien le taf, que je restais jusque 19h, 20h, 21h. Donc, en fait, il y avait ce truc qui se crée où, en vrai, mon employeur, il me trouvait bon, tu vois. Parce que vraiment, je me Oui. foutais pas de ta gueule, tu vois. Mais il y avait quand même ce truc où, des fois, j'étais en mode, bon, il est 17h, je me casse, je rentre chez moi. Et là, j'avais jusque minuit où, vraiment, t'en as des heures, tu vois, de lit dans une journée. Parce que vraiment, 24 heures, c'est long, tu vois. Et Ah, tous les soirs, surtout si tu dors pas beaucoup, parce que du coup, si tu te couches à minuit, tu te lèves à 6 heures, ouais, ça fait pas des grosses nuits. Après, en je suis vrai, pareil, non, moi, je dors pas des masses non plus. en vrai, je dormais 7 heures, donc je dois me coucher à 23. Je dois me coucher à OK. 23. Mais même, tu vois, tu pars du taf à 17 heures jusqu'à 23 heures, t'as le Ouais, temps. T'as le temps. complètement. Le problème, c'est que les gens, ils perdent trop de temps à faire leur petite cuisine, à faire leurs petites courses, à faire leurs petits trucs, à aller leur chercher leur... Eh frère, quand t'es pas à 10 cas par mois, on s'en bat les couilles de cuisiner, en fait. Donc, en fait, il faut arrêter de perdre des temps sur le détail, tant que tu peux pas te le permettre. Et donc, je faisais ça. J'avais ma petite routine. Et le soir, effectivement, je travaillais comme un baiser. Il y a eu le Covid en plus qui est arrivé, je m'en rappelle. Alors là, le Covid, c'était la fête. Parce que le Covid, je pouvais vraiment faire mon taf de salarié ceinture non-stop full. Comme ça, je Ouais, me trop foutais pas bien. de la gueule de mon employeur. Et Parce que j'avais t'étais une en tonne de télétravail ou temps t'étais quand même sur site pendant le Covid? en télétravail. Télétravail, OK. Ouais, donc du coup, tu gagnais du temps, enfin, tu veux dire, t'avais pas à te déplacer, donc en plus, bah, Ouais. quand t'es en télétravail, si t'es un peu efficace et t'as plus tous les moments où tu vas voir tes collègues ou tu manges avec eux, tu bois le café, donc au final, t'es chez toi, t'es encore plus efficace. Donc non, franchement, enfin, c'était le moment où tu gagnes le plus de temps à côté, quoi. Ouais, télétravail, c'était fou, c'était un boost de fou. Mais même sans ça, ça l'aurait fait quand même parce que j'avais cadré ma routine et tout, j'étais dans le truc et toujours j'avais qu'un seul objectif. Et quand tu commences à prendre un 3 000, un 5 000, un 10 000, un 12 000 € net, tu te dis, OK, c'est bon. Là, en fait, t'es drivé par ça et tu peux plus t'arrêter, en fait. Là, tu deviens inarrêtable, en fait. OK. Et j'imagine, t'as dû exploser tes seuils de micro-entreprise en quelques mois, du coup? Ouais, je passe en SAS. OK. En fait, ça allait très, très vite à ce moment-là. Ça allait très, très vite à ce moment-là parce que non seulement je suis passé en société, mais en parallèle, en fait, en parallèle, j'ai lancé mes premiers TikTok. C'était Ah, la naissance de TikTok à ce moment-là. C'était le passage, pour ceux qui s'en rappellent, de Musical.ly à TikTok. Donc, ouais, application de danse, c'était quoi? C'était 2020, 2021, le moment où TikTok commence à percer un peu? encore une fois, les années, je suis éclaté, hein. Ouais, moi, Les j'ai années, un peu la mémoire des dates. Peut-être on me reprendra une année près, mais moi, dans mon souvenir, c'est à peu près ça. moi, je crois que c'était la dernière année de mon bac plus 5. Donc, OK. ça devait être par là. Euh, Aux US, TikTok, je regardais, c'était une application vraiment diversifiée. Il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait des entrepreneurs. Ça parlait d'argent, ça parlait de tout. Et TikTok français, c'était une application de danse, tu vois. C'était naze. C'était Oui. bon, voilà. Ah oui, oui, que moi je me souviens que quand TikTok est arrivé, alors t'as ceux tout de suite qui ont dit ouais, vous allez voir pour le business en ligne, ça va devenir un truc de fou. Et puis t'as ceux qui disaient non mais c'est juste une appli de danse. En plus, je crois que les premiers qui avaient Ouais, TikTok, tu devais prendre un VPN US parce que l'appli, en tout cas sur iPhone, l'appli européenne, elle était pas encore arrivée sur l'App Store. ouais, c'est ça. Pour ça, j'étais sur TikTok US à la base. Et donc je vois ça, et donc je vois que le TikTok français se lance. Et là, je me dis, mais il y a Océan Bleu, tu vois. Tout le marché était dispo. Et je me suis dit, c'est évident que ça va devenir une application avec plein de métiers diversifiés, un peu à la Instagram. Il y avait que les photos à la base. Il n'y Ouais. avait pas les reels forcément. Et je me dis, mais Océan Bleu, quoi. Qu'est-ce que je lance? Et du coup, j'ai pris la niche qui paye le mieux. J'ai lancé mon TikTok dans la niche Make Money. OK. Je suis monté à 250 000 followers assez vite. Une OK. tonne de hate au début, une tonne de Forcément. hate. Mais bon, vu que j'étais backé par mon activité de conseiller patrimonial, forcé de constater, je disais pas n'importe quoi. Oui. Et donc, euh, j'avais mon TikTok qui prenait. J'ai commencé à faire des TikTok sponsorisés. Tu sais combien je prenais par TikTok sponsorisé? C'était quoi Non, les vas-y. prix? Donne les chiffres. Mon prix de TikTok sponsorisé, c'était 15 000. 15 000 € le TikTok qui me Par prenait. TikTok. Ouais, ça me prenait 15 minutes à faire.
Ah ouais. Et C'est c'était le- et tu sponsorisé par quoi? Comment ça marchait? C'était quoi? C'était une SCPI, par exemple, qui te, demandait de parler de leurs placements, ou alors c'était des placements qui avaient rien à voir avec, ton activité de conservation de patrimoine? Comment ça fonctionnait? Alors, il y avait de tout, hein. C'était comme les youtubeurs, hein. C'était, je suis contacté par toutes ces marques, laquelle je choisis, tu vois. Et en vrai, bah, j'en ai fait pas mal des placements sur TikTok. T'avais à la fois des projets très quali, à la fois des projets un petit peu moins quali qui se sont révélés paraître des regrets, hein. On va pas se OK. le cacher. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a eu l'explosion de la crypto, il y a eu l'arrivée des NFT en plus à ce moment-là, Oui. encore en travers. Et donc, Ouais, ça revient. effectivement, je faisais quoi? Je faisais un TikTok sponsor tous les 3 jours. Je faisais 2 TikTok par jour. J'avais un rapport TikTok pas sponsor slash sponsor qui était assez normal. OK, Plus je commençais à effectivement faire de l'affiliation. OK. Je me suis mis à prendre des sommes, à gagner plus de 100 000 euros par mois. L'affiliation, j'imagine pour des formations, donc pour, d'autres influenceurs qui avaient lancé leurs produits en ligne et que toi, du coup, tu recommandais Ouais. via tes TikTok, il y avait un lien, tu prenais une com comme ça, c'est ça? Ouais, il y avait 3 types de produits. Tu avais les produits, effectivement, l'affiliation sur les assurances vie, les brokers, les banques, hein. Tu sais, tout le monde avait son OK, petit programme de parrainage, voilà, classique. OK, L'affiliation sur les formations en ligne, etc. Et il y avait l'affiliation sur les produits financiers à plus haut rendement. Type les placements financiers, les robots de trading, enfin il y avait de tout, quoi. Et donc effectivement à chaque fois c'était pas un conseil financier, affiliation il y a ça. Moi je suis là-dessus. Faites toujours attention à comment vous placez votre argent, etc. Et je faisais de l'affiliation là-dessus et je gagnais plus de 100 000 euros par mois à ce moment-là. waouh, Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de voir, en fait, j'ai vu le truc arriver. Encore une fois, dès que j'ai vu que TikTok, c'était sans libre, c'était fait à volonté, c'était vraiment, choisissez oui. votre niche et vous allez être le premier, quoi. Et c'est là où je suis parti vivre en Estonie parce que je me suis dit: «Je vais me faire enculer». Ouais, tu vu un peu les chiffres que tu faisais, et tu quoi, tu encaissais tout sur ta SAS en plus, du coup, à ce moment-là? Non, 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 je suis parti en Estonie direct. Direct, Vraiment, OK, vraiment, OK. je suis parti m'expatrier direct. Là, on est Heu quoi? On est 2021, j'imagine, en termes de et bah, date? je me rappelle, on est à la dernière année de mon diplôme d'ingénieur. Puisque Ouais, je me rappelle au moment où je recevais des mails de mon de l'université de Rennes 1, ouais, qui étaient vraiment pas contents de mon comportement. Moi, j'étais là, j'étais en Estonie, j'étais en Maserati, j'étais là, ouais. j'étais complètement à l'ouest, hein. Je et là, tu vois, mon cerveau en fait, ce qui est super intéressant, c'est que mon cerveau, il y a eu un déclic. En fait, quand je gagnais 100 000 par mois, net, sur ma OU estonienne, mon comptable, il pétait un câble. Mon comptable, il pétait un câble. Je venais d'arriver, j'étais là, bref. Et en fait, j'étais encore ce mec-là qui dépensait rien, tu vois? Et tout le monde disait: «Ouais, quand tu gagnes de l'argent et tout, il y a un truc qui se passe où tu fais plus attention à rien et cetera». Et moi, je fais: «Mais moi, ça m'arrive pas. Moi, je suis encore bloqué. Moi, j'ai du mal à dépenser, une somme supérieure à 100 euros. J'étais OK. keblo. En fait, mon cerveau, faisait pas le déclic. Ouais, Sauf donc que tu continuais à avoir cette méta, d'épargner, le maximum de ce que tu gagnais? en fait, c'était pire que ça. Pour moi, ça n'existait pas. Et en fait, c'est trop bizarre à dire, c'est que pour moi, l'argent n'existait pas. Et vraiment, purement et simplement, je voyais des chiffres, ça n'existait Ouais, pas. Pour moi, c'était pas OK. réel, tu vois? Et donc, en fait, je dépensais pas cet argent parce que pour moi, il n'existait pas. C'est trop bizarre à dire, mais quand tu Ouais, gagnes 200 euros par mois et que tu te mets à gagner 100 000 par mois, ça n'existe pas. En fait, j'étais en déni, tu vois? Donc, OK. l'avantage, c'est que du coup, je claquais pas mon argent n'importe quoi. Sauf que ce qui est arrivé devait arriver. Ce qui devait arriver est arrivé, pardon. Ouais. Et d'un coup, mon cerveau, il a pété un câble. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à claquer des ma première soirée, le jour où mon cerveau, il a déclenché, je dépensais 7 000 en OK, une ouais, ça soirée. commence à faire une somme, hein, parce que c'est 2 mois de 2 ou 3 mois de salaire pour la plupart des gens. J'étais dans une piscine de champagne, heu, à 700 € la bouteille. Non, Ouais, c'est vraiment, vraiment, non, il y a un moment où effectivement, ce que tout le monde disait, ce qui allait se passer est arrivé. Et effectivement, il y a un moment, en fait, ton cerveau capte. Et en fait, l'argent n'existe plus et tu es là et tu passes en mode no limite. Et en fait, la conclusion de ça, c'est que, ouais, effectivement, tu t'amuses pendant 3 semaines, tu fais la guerre totale et tout, c'est fun. Mais quand tu dézoomes après, ce qui est vraiment bien, c'est quand tu es plus limité dans tes achats
quand t'as pas de problème pour payer ta salle de sport, quand Oui. t'as pas de problème pour acheter tes courses, quand tu peux aller chez le boucher. Moi, c'était ça qui me faisait kiffer, hein. C'était Ouais, vraiment, ouais. je peux aller chez le boucher et je suis pas là, oh putain, c'est 25 € le kilo, c'est hyper cher, tu vois. Ouais, 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 Et, complètement. et ça, et ça, vraiment, c'est là où j'ai la gratitude la plus élevée, c'est quand tu regardes plus le prix des choses simples de la vie et que tu peux effectivement ne pas avoir de problème pour payer ton loyer, payer tes trucs, payer tes machins et mettre ton essence. L'essence, c'était cher, tu vois. Ah, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Nous, on a vraiment eu le truc un peu pareil où pendant très longtemps, on a fait un peu bah, le monk mode, tu vois, où on mettait le max d'argent de côté. On avait 60% de notre salaire, soit ça partait dans de l'épargne, soit on réinvestissait dans nos investissements immobiliers. Il y a que pas très longtemps, on a commencé à se permettre de un peu augmenter notre niveau de vie sans changer nos habitudes, mais juste en prenant des trucs un peu quali. Comme tu dis, c'est avec le boucher. Nous, quand on a arrêté d'acheter du poulet à 7-8 € le kilo à Carrefour, qui est pas très très bon, qui recrache son eau, etc., quand tu le cuis à la poêle, à prendre du vrai poulet chez le boucher, qui certes coûte 3 fois ce prix-là, mais le goût a rien à voir. C'est le genre de plaisir que tu es content de pouvoir t'offrir et tu dis, OK, j'ai bossé dur, mais maintenant je peux me le permettre. Et surtout quand tu as les revenus après qui suivent, tu dis, OK, ça maintenant c'est validé dans mon lifestyle, entre guillemets, je sais que je peux le garder, que c'est pas un truc un peu, je fais pas ça une fois et je suis pas sûr de pouvoir le refaire. Non, c'est maintenant je peux me récompenser, j'augmente petit à petit mes habitudes sans forcément partir dans la démesure, mais je commence à profiter un peu de tout le travail que j'ai donné, quoi. C'est ça le plus fou. De très loin. Ah, c'est ouf. Et du coup, à ce moment-là, t'es en Estonie. Là, tu commences à à capter un peu qu'avec tes 100K par mois sur TikTok tu commences à level up un peu ton niveau de vie et que nos auditeurs comprennent bien comment ça se passe. Du coup, j'imagine tu finis ton école d'ingé, tu arrêtes l'alternance, j'imagine avec Naval Group, peut-être ils te proposent un contrat, tu dis non, j'imagine. Est-ce que t'as quand même eu ton diplôme malgré ça ou est-ce que t'as tout laissé en plan, t'es parti en Estonie et t'es passé à autre chose, quoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que encore aujourd'hui, c'est ma plus grosse success story de ma vie. C'est que Ouais. ce qui s'est passé, Naval Group, effectivement, me propose un CDI Ok. que je vais refuser, mais franchement, je regrette pas l'expérience. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de mon école, je me fais repérer par le directeur de Rennes 1, D'accord. directeur de l'école d'ingénieur plus précisément. Euh, et moi, j'étais plutôt bien placé comme bon élève de mon école. Ouais. Ok. J'étais plutôt bien placé. Dès la première moitié, vraiment, moi, j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup les algos, Ouais. etc. Donc vraiment, tout ce qui était logique, etc. Ok. J'étais plutôt première moitié. Me faire repérer par le responsable de Rennes 1, bah, en même temps, c'est pas compliqué. J'ai eu une période de flex absolue. J'étais là, j'envoyais chez tout le monde, j'en avais plus rien à Ouais. foutre. Mais, Donc mais là, t'es pas encore en Estonie, c'est juste avant que tu partes, du coup. si, si, j'étais en Estonie. Ah, J'étais en t'étais en Estonie. Estonie. Et tu faisais quoi? Tu faisais les cours en visio, du coup? C'est à cause du Covid? Mais Comment ça se passait? je faisais plus rien. Les cours, des fois, j'arrivais, j'étais là, les gars, moi, je m'en branle. C'était, non, non, bon, me faire repérer et à raison. Euh, et là, il y a une conférence qui se passe entre le directeur de Rennes 1, mon Ouais. prof responsable de je sais pas quoi, et mon tuteur en entreprise. Ok. Et mon tuteur, il est là, franchement, cette réunion, elle a pas trop de sens parce que franchement, Clément, il se fout pas de notre gueule, il travaille bien et tout en entreprise, ça se passe bien, tu vois. Et Ok. l'école, elle fait, non, mais vous vous rendez compte? Et là, il a dit cette phrase. Le directeur de l'école d'ingénieur, il a dit cette phrase. Il a dit, faut être complètement con, faut être complètement débile pour lancer une activité entrepreneuriale en parallèle de son diplôme d'ingénieur. Il y a rien de plus Ok. valorisant que de faire un diplôme d'ingénieur en France. Et de devenir salarié. C'est complètement irresponsable de faire quelque chose en parallèle de son diplôme d'ingénieur. Normalement, quand on veut être ingénieur, quand on devient un ingénieur, c'est censé. Et le mec était complètement en mode maximaliste, Ouais. genre le boomer, tu vois. Ouais, ouais, Le ouais, ouais, boomer. le boomer dans le salariat. Après, tu dois aller bosser chez Naval Group. T'auras ton salaire. Surtout, tu t'endettes bien pour acheter la plus belle maison possible. Tu prends la dernière Tesla en leasing et après, tu deviens esclave de ton métier d'ingénieur, quoi. Il était assez vieux, etc. Je pense qu'il est plus en Ouais. poste ou en fonction aujourd'hui, mais s'il était S'il passe par là, dédicace à lui, c'est. je le salue parce que vraiment, il y a eu ce call-là, et même mon tuteur d'entreprise, il était en mode, mais il est complètement à l'ouest, c'est complètement respectable ce qu'il fait Clément là sur le côté. En plus, ça pallie pas à son travail d'entreprise et tout. Non, non, franchement, c'est abusé. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont fait redoubler ma dernière année d'école d'ingénieur. Ok. Ils ont été chercher. Tu sais, c'est comme quand tu veux licencier un salarié pour faute grave. Oui, tu trouves toujours. Tu vas te dire, ok, c'est quoi, on va regarder sur 5 ans qu'est-ce qu'il a fait de mal.
et Ouais, on va le faire chier avec ça. Et donc, effectivement, pendant le Covid, il y a eu des classes où j'étais pas là, il y a eu des classes où j'étais absent, c'était euh, absent. comme tout le monde, tu vois. Et ils ont été voir, ils ont dit, OK, ce contrôle-là, on va lui mettre zéro. Celui-là, on va lui mettre zéro. Et ils ont fait en sorte que pile poil, je ne passe pas. Et que pile poil, ils me disent, OK, bah, faut redoubler, du coup, maintenant. J'étais le seul à devoir redoubler, alors qu'il y avait des gens qui étaient franchement éclatés dans la promotion. Et je suis le seul à ne pas avoir eu mon diplôme d'ingénieur de toute la promo, alors que franchement, il y en a qui étaient éclatés. Mais c'est connu, ça. En école d'ingénieur, le plus dur, c'est pas d'y être. Le plus dur, c'est de rentrer, tu vois. C'est toujours comme ça. Oui, ah ben oui, c'est toujours pareil. C'est parce que tu dois passer par une classe prépa, t'as des examens qui sont compliqués, t'as des systèmes de classement, mais une fois que tu y es, normalement, t'arrives jusqu'au bout et entre guillemets, le plus dur est fait, quoi. Exactement. Le plus dur en école d'ingénieur, c'est de rentrer. Pas une fois que tu y es, c'est un peu rien à voir par rapport à la prépa, rien à voir par rapport à même le BUT maintenant, c'est plus dur qu'une école d'ingénieur. Donc, ce qu'ils font, c'est que du coup, ils me font redoubler ma dernière année, mon bac plus 5 d'école d'ingénieur, et ils me disent voilà, faut redoubler maintenant. Et moi, je vois ce mail, je suis en Estonie, dans ma Porsche, et je fais mais ils se foutent de ma gueule, tu vois. Ouais, Ils se foutent de ma gueule. Et du coup, moi, je les envoie chier. Du coup, je ne suis pas diplômé d'école d'ingénieur. Je ouais, n'ai du coup, pas mon diplôme j'aurais été d'ingénieur. sûr, t'as pas fait ta dernière année, Mais logiquement, et du coup, t'as tu juste le gagnes diplôme. 150 000 euros par mois. Est-ce que tu vas redoubler ton année Ah non, d'école d'ingénieur? mais tu sais, C'est je jamais pense de la vie. que ils l'ont probablement fait exprès parce que c'est toujours pareil, particulièrement dans ce genre de situation, il y a une espèce de jalousie qui s'installe et entre guillemets, en t'empêchant d'avoir ton diplôme, ils se disent en fait, on va lui mettre une épée de Damoclès, soit il doit arrêter son business et revenir terminer son année, soit il sera tout simplement jamais ingénieur et entre guillemets, certes, il a réussi, mais il fera pas partie de notre classe de ceux qui ont réussi leur diplôme et qui l'ont eu, tu vois. Donc c'était sûr que c'était pour te coincer là-dessus, mais c'est là que tu vois vraiment que tu as une... Bon, ça étonne personne hein, que tu aies un peu tout le système de l'enseignement qui soit complètement déconnecté du monde réel, mais tu vois bien que ils prennent des décisions qui n'ont aucun sens. Et tu sais que c'est marrant que tu me parles de tout ça, de l'école d'ingénieur et de Naval Group et tout, parce que j'ai justement un ami qui est dans une situation, alors pas tout à fait comme toi, mais qui a pas, il a des gros soucis pour avoir son diplôme dans son école d'ingé parce qu'il a dû arrêter une alternance et que là il a un contrat pour aller bosser chez Naval Group. Et c'est un peu une histoire similaire à la tienne, c'est-à-dire qu'en soi, à un moment donné, il y a qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie et qu'est-ce qui est intéressant pour lui d'un point de vue financier, d'un point de vue réussite, et t'as l'école qui va lui mettre du bâton dans les roues pour essayer de l'empêcher de réussir et d'avoir son diplôme. Donc c'est marrant que c'est des cas qui sont pas très courants mais qui arrivent et à chaque fois c'est le même raisonnement, c'est au lieu d'aller dans le sens de l'étudiant et essayer de l'aider, c'est l'enfoncer au maximum quoi. Jean-Marc Goujon, c'est son nom. Je vais le Attends, citer parce que ok, vraiment, ok, il s'est foutu de ma gueule ouvertement en public. Jean-Marc Goujon, directeur de l'école d'ingénieur, il est plus en poste, pour ça je le cite. Il est à la retraite. Mais comme j'ai dit, il était assez vieux, etc. Et c'est lui qui disait qu'il fallait être complètement débile pour lancer une activité entrepreneur à côté de son diplôme d'ingénieur et que c'était complètement con de ouais, faire autre chose qu'un diplôme d'ingénieur dans sa vie et que c'était complètement con de perdre sa carrière d'ingénieur. C'est lui qui a ouais, dit ça et c'est lui qui m'a dit ça alors que je gagnais 150 000 euros par mois net. Il m'a dit vraiment que j'étais complètement à l'ouest, que j'étais complètement con. Il l'a dit à mon tuteur de mon entreprise en alternance. C'est lui qui a ouais. dit ça. Et Et vraiment, je suis allé à ma remise des diplômes. Alors, je suis pas diplômé, hein. Je suis ouais, arrivé quand même à la remise des diplômes commune ouais, pour voir mes potes parce que ça faisait quand même 6 mois que je les avais pas vus, tu vois. ouais, Et pour l'histoire, la remise des diplômes, donc tout le monde est sur scène. Donc déjà, j'arrive en Maserati. Ça, c'est la première chose. Parce ouais. que comme je suis le seul qui a pas le diplôme et je suis le seul qui arrive en Maserati, hein. V8 Ferrari, j'arrive, tu vois. Je suis là, Ok, c'est un point faux, j'arrive. Je me fais virer sur l'estrade avec toute la promotion qui était là. Il y avait toute la promo ouais. Du coup, tu montes de avec eux l'école d'ingénieur. sur scène, ouais. Moi, je suis là pour la petite photo, tu vois. Et ben, tu sais quoi? Si on regarde la photo de l'école d'ingénieur, je ne suis pas dessus. Il y en a une où on voit que je me fais virer. Ah, il y a on voit qu'ils te font descendre de la scène, quoi. Je me fais virer. Et je me rappelle, il m'a parlé face à face. Il m'a dit que j'étais complètement à l'ouest. Complètement débile, Il m'a dit, vous savez très bien ce que vous faites, monsieur Hudek. Votre présence n'a rien à faire ici. Et j'étais là, je Ok, vois que ouais, vous parlez, attendez, quand même, on est à la cérémonie, je viens célébrer quand même le diplôme de mes amis. J'ai le droit de faire ça? ouais. Il était là, non, 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 vous devez partir. Je veux pas de vous ici. Je Ok, me suis et t'avais pas essayé, enfin, j'imagine, certes, t'avais ton business à côté, etc., mais t'as pas essayé de faire un peu des procédures de recours, faire des recommandés, ce genre de choses, même si je sais que c'est jamais marrant, et c'est des procédures et compagnie, mais en soi, probablement qu'ils avaient vraiment gratté ce qu'ils avaient pu et que, entre guillemets, ça tenait pas non plus de manière hyper solide qui puisse t'empêcher d'avoir ton diplôme cette année-là.
Alors moi, je crois pas au destin, mais je crois à toutes les choses dans la vie quand elles arrivent. Il y a des choses qu'il faut pas chercher à contrer, tu vois. Il y a Ouais, des ok, choses où quand ça arrive dans la vie, faut pas être en mode ah gna gna, truc. Il y a des choses dans la vie quand ça arrive, c'est en mode ok, c'est comme ça. C'est quoi ce truc-là? Je vais en ok, faire une force. Euh, Moi aujourd'hui, j'ai pas d'études, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. J'ai le bac, tu vois. Et tu vois, je suis fier aujourd'hui de dire que bah j'ai 50 salariés et j'ai le bac, c'est tout. Et tu vois, des fois dans la vie, moi, je suis en mode, faut pas chercher à aller ouais, contre les choses qui arrivent comme ça. Il faut être, bah, c'est comme ça, c'est ton profil, tu deviens cette personne-là et il faut faire avec. ok. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, moi, j'ai une vision un peu différente. Je pense que des fois, justement, tu as des choses comme ça qui arrivent dans la vie où, entre guillemets, c'est un peu des épreuves où tu dois te bagarrer. Après, ça marche ou ça marche pas. Tu vois, je dis pas que, entre guillemets, tu te serais bagarré, t'as forcément eu ton diplôme, mais des fois, moi, je sais que j'ai des signes un peu similaires et des fois, je me dis, OK, c'est juste une mise à l'épreuve. On veut me tester. Il y a pas de souci. Je vais faire ce qu'il faut, tu vois. Mais après, je peux pas comment dire, je peux pas te dire que t'as pas fait le bon choix là-dessus vu là où ça t'a mené après. Mais c'est vrai que, je trouve que des fois, t'as comme ça des embûches qui vont arriver et où tu te dis bon, faut que je la prenne, faut que je décide de me bagarrer un peu et particulièrement donc, quand c'est des situations qui sont un peu injustes parce que tu sais on a toujours l'idée de ce qui doit de la manière dont ça doit se passer et quand ça se passe pas comme ça, ben, entre guillemets, t'es pas satisfait et tu envie de faire autrement quoi. C'était profondément injuste. Bah c'est Profondément sûr. injuste. C'est sûr. Et je Bah me surtout rappelle, que tu avais fait 5 ans déjà, tu vois, c'est pas comme si tu étais là la première année quoi. ouais. Et j'ai fait, pour la remise de diplôme, 35 heures de route depuis l'Estonie Ouais. jusqu'à le fin Ah fond de la t'es France. t'es venu en voiture depuis l'Estonie? Ouais, je suis venu en voiture depuis l'Estonie. Alors, OK. aussi pour la petite histoire, c'est que j'avais promis à mon père, Ouais. heu, de faire un road trip dans tout l'Europe, OK. pour faire un peu, tous les pays, d'Europe, et du coup, ce que fait, c'est que mon père, il a pris l'avion de Paris jusqu'à Tallinn et OK. on a fait, le meilleur hôtel de Riga en Lettonie, Ouais. le meilleur hôtel de la Lituanie, le meilleur hôtel de Varsovie, le meilleur hôtel de Cracovie. On a fait quoi? On a fait OK. Berlin, on a fait Prague, le Four Seasons de Prague et 1 500 € la nuit, on était là. OK. Luxembourg, Paris. Enfin voilà quoi. C'était surtout ça l'histoire, c'était de faire un road trip avec mon père depuis le début. OK. Ouais, Hem, t'as rentabilisé le trajet. Bah, c'était plus pour ça que pour, Ouais, franchement, je serais c'est pas allé à sûr. une cérémonie, de remise de diplôme juste pour ça, tu vois? Mais on Oui, oui. a double avantage. OK, OK. Et du coup, là, dans ton parcours, bon, l'école d'ingé, du coup, c'est fini. Tu pas pris le CDI pour Naval Group. Là, tu es en Estonie. Tu fais, on va dire, tu fais toujours l'activité de conseiller financier ou tu es que sur TikTok? Comment tu organises tes business à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais concrètement? En fait, quand tu gagnes, autant d'argent, avec ce que tu as monté ce que tu as mis en place. Ouais, Mon activité de conseil qui me rapportait, les fameux 10 K par mois que ouais. je rêvais avant, je me dis: «Bah, attends, en fait, ça a plus trop de sens parce que ça me prend OK, 100 de mon temps et en fait, ça me rapporte que 10 de mes revenus». Donc je OK, l'arrête, tu vois? Je l'arrête ouais. complètement. Et Après réflexion, j'aurais pas dû l'arrêter. J'aurais dû transmettre cette entreprise parce qu'elle avait une valorisation. ouais, C'est ça le c'est ce que je t'aurais dit parce qu'en plus, enfin, moi, je suis un peu de ce métier-là, donc je vois un peu comment ça fonctionne les activités de conseiller en patrimoine, etc. Qu'est-ce que tu fais de ton portefeuille, ta clientèle, parce qu'entre guillemets, toi, t'es courtier, donc les clients, ils passent par toi pour avoir accès à leur placement, pour faire des arbitrages. Comment tu sors de genre de ce type d'activité? Ça aussi, c'est intéressant. Tu mets fin du jour au lendemain, tu leur donnes les accès, c'est un autre conseiller. Je sais pas si t'étais dans un réseau d'ailleurs ou si t'étais 100% indépendant. Comment ça se passe un peu là-dedans? J'étais indépendant et dans un réseau. Il y avait des choses Ok, dans un réseau qui étaient intéressantes, qui rapportaient des choses. ouais, Il y avait des choses que le réseau bloquait, donc je faisais ça en indépendant. ok, Mais moi, franchement, j'en avais rien à faire. Et c'était pas intelligent. Mais j'y connais rien. C'est rien en valorisation, transmission d'entreprise. ouais, Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que on en parlera après, mais en ouais, termes de session, transmission, je m'y connais beaucoup plus. ok. Mais c'est vrai que je n'ai rien fait de ça. J'ai juste dit: «Vas-y, ouais, allô, est-ce que voilà, tu veux reprendre ma base de clientèle? Vas-y, je te donne ça». Terminé. Ok, donc tu as vu avec un autre conseiller, tu l'as entre guillemets donné toute ta clientèle et c'est comme ça que tu as arrêté cette activité. Ouais, ouais, moi, je voulais juste être en mode: «Vas-y, c'est bon». Ok. Et j'ai D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure et je pense que ça intéresse à nos auditeurs, mais comment tu trouves un peu tes clients quand tu étais conseiller en gestion de patrimoine? Parce que moi, je connais deux, trois connaissances qui font ça, qui essaient de se lancer en indépendant, qui font un peu le même cheminement que toi, qui faisaient parfois une activité qui n'était pas spécialement du monde du droit, du monde de la finance, et qui se disent, bah vas-y, c'est quand même intéressant d'être dans les métiers du conseil et tout. Euh,
comment tu trouves tes clients? Parce que c'est un peu le nerf de la guerre, entre guillemets. Si tu as beaucoup de clients, bah, forcément, tu arriveras à faire beaucoup de chiffre d'affaires. Tu as toujours un peu cette règle des 80-20, c'est que tu as 20% de tes clients qui vont te ramener 80% de ton chiffre d'affaires. Donc, en fait, il faut arriver à trouver ces clients-là, à les fidéliser et avec eux à faire du business. Comment tu les trouvais? Le conseiller patrimonial moyen en France est vraiment pas bon. Il est vraiment, vraiment mauvais, en moyenne. Comme l'agent Et immobilier. je vais rien dire. Le fait est, c'est que, on parlait des réseaux, ils vont te dire: «Ouais, allez voir vos proches, allez voir vos potes». Franchement, Ouais. je trouve que c'est la pire chose à faire. Ah ouais, Heu, non, mais c'est sûr. Parce que la de 1, la tu pire vas chose te à faire. griller auprès de tes proches et puis tu sais, il y a toujours le truc de, tu as dû vivre ce moment dans ta vie et il y a toujours un de tes proches qui a un problème, tu lui donnes la solution une fois, 2 fois, 3 fois, il t'écoute pas et un jour tu as, un un lambda total qui lui donne la même solution que toi, il vient te voir et tu fais: «Putain, ça y est, je sais ce que je dois faire» et toi, tu es là: «Mais en fait, ça fait 3 mois que je te ça fait 3 mois que je te dis ce que tu dois faire et comme c'est, entre guillemets, "je suis proche de toi", tu m'écoutes pas» et quand tu as entre guillemets, un gars, complètement sorti de nulle part qui va te donner le conseil, c'est lui que tu vas suivre. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, c'est un comme dans toute activité. Comment tu trouves, tes clients? Comment tu fais marcher ton business? C'est pas parce que tu es passionné d'investissement qu'il faut faire conseiller patrimonial. Hem, le business, c'est jamais le fait de faire par passion et les clients vont tomber par magie. Le business, c'est toujours comment trouver ses clients, comment vendre, en fait. C'est toujours la même chose. Il y a pas 36 000 solutions et c'est pas en allant se griller auprès de ses proches, auprès de sa famille et cetera, que ça va marcher. Tu as pas envie d'être ce mec, qui relance 15 000 fois ton meilleur pote: «Vas-y, j'ai un deal, va avec moi et tout, ça va être trop bien», tu as pas envie d'être ce mec-là. Tu as envie d'être le mec qui va disparaître pendant 6 mois et qui va revenir en lambeaux, en fait. Donc le vrai business, c'est comment trouver ses clients et ça, il y a toujours, 2 grandes solutions, en 2025. C'est soit tu te lances en organique et tu crées du contenu sur les réseaux. Tu crées quoi? Tu crées un TikTok, tu crées un YouTube, tu crées un podcast, tu te fais une communauté, tu te fais une audience et tu fais parler, en fait. Soit tu fais du marketing, à la fois de solutions, soit en local parce que tu veux faire un business physique et donc tu vas aller te faire connaître auprès de ta zone, de ta région, de ta ville. Soit tu fais du marketing, digital. Tu fais des ads, tu fais du Facebook, tu fais du Insta et tu payes ton OK, trafic. C'est toujours OK, c'est toujours la même chose, peu importe le business. Est-ce que tu es rentable pour trouver tes clients? Combien te coûte le oui, client moyen? Et à partir de ce moment-là, OK, je peux lancer le business. C'est pas je suis passionné d'eux, donc je fais ça. C'est plutôt je sais trouver des clients dans ce domaine-là, donc je lance ça. Je suis vraiment contre lancer un truc par passion. Je suis plutôt OK, pour, lancer un truc qui ramasse. OK et toi, du coup, dans ton business, quand tu faisais les 2 en même temps, tu faisais le local et les réseaux sociaux ou que les réseaux sociaux? Moi, j'étais full comme je te dis, j'avais 250 000 abonnés donc OK. j'ai Ouais, donc en fait, quand on repense, on a parlé de manière successive, mais grosso modo, en gros, quand tu as lancé TikTok, c'était aussi le moment où tu commençais ton activité de gestion de patrimoine et entre guillemets, c'est le fait que ton TikTok ait percé qui t'a permis d'avoir des clients, qui t'a permis de faire des ventes et cetera sur ton business de gestion de patrimoine, quoi. Alors moi, j'ai commencé en faisant ce qu'on me disait, c'est-à-dire, va voir tes potes et cetera. Ouais, J'ai eu de la chance effectivement, j'étais baqué parce que je faisais vraiment un investissement. Contrairement à OK. beaucoup de conseillers en France, moi j'investissais vraiment de l'argent. J'avais accumulé 50 K quand même sur mon PEA. Ouais, oui, donc Un ça te un faisait un track record pour pouvoir avoir de la légitimité quand tu en parlais? bah, quand même à investir 1 500 € par mois, ça monte, hein. Bah Ça oui, c'est monte. sûr. Donc tu vois, moi j'avais ce truc-là quand même où je suis allé voir mes proches, je suis allé voir mes Ouais, potes et je leur ai dit: «Voilà, ça fait plusieurs fois que tu me demandes comment je fais pour investir, voilà, je peux te faire ça». Donc j'ai commencé comme ça et en gros, moi, j'avais un client égale 2, bouche à oreille, tu vois? OK, Quand tu vends pas de la merde, on te recommande. Il y a toujours ce truc-là. Mais en plus de ça, environ 1 an après, hein, c'est arrivé effectivement ma communauté sur les réseaux oui. qui m'a permis en plus de scale ça et d'en faire, d'avoir une boîte qui a de la valeur. Mais j'ai commencé effectivement, en allant démarcher, en prenant mon téléphone et en appelant. OK. OK, d'accord. Et là, du coup, si on reprend un peu ton parcours, tu m'avais dit tout à l'heure en off que tu avais passé, 3 ans en Estonie et qu'après tu as décidé de revenir en France pour, un peu changer, passer des business en ligne au business physique. Comment se passe un peu cette transition? Comment tu en viens à ce raisonnement et dans quel type de business physique tu décides ensuite d'aller? Alors ouais, moi je suis revenu en France, il y a de ça, 1 an et demi.
OK, Alors je reste pas les 1 an et demi en France, hein, parce que j'ai toujours mon appart en Estonie. OK. Hem, Là, je suis pas chez moi actuellement, mais je reviens en France dans le but de monter un business, ultra long terme. L'avantage énorme du business physique, c'est que c'est ultra long terme. Je connais pas de business en ligne qui vont tenir encore dans 20 ans, comme je le disais, sauf, si vous montez une vraie brand en e-commerce, peut-être. Si vous montez un vrai SaaS, peut-être, et encore dans 20 ans, stop quoi, 20 ans. Le Bah, après, business de toute façon, c'est un peu le truc. Enfin, moi, c'est mon avis là-dessus, mais que tu lances de toute façon une marketplace, un SaaS, quelque chose qui marche en ligne. En fait, à un moment donné, tu le vends soit à ton concurrent qui est plus gros. Enfin, à un moment donné, tu fais ton exit et grosso modo, c'est dans 20 ans, tu vivras pas des fruits, des dividendes de ta boîte qui fonctionnera, mais plutôt des investissements que tu auras refait avec l'argent que tu auras sorti de la vente, quoi. Ouais, exactement. Hem, le business en ligne, pour moi, c'est assez limite dans le sens où vous allez vous battre contre des gens qui vont être formés par, des gens câblés. C'est con, mais quand tu fais de l'e-commerce, quand tu fais du dropshipping, tous les gens qui sont contre toi sont tous des gens qui sont formés par les mêmes formations que toi, qui ont les mêmes formations en ads que toi, qui font les mêmes boutiques que toi. Et après, effectivement, on entend dire: «Oui, le dropshipping, il y en a trop, ça marche plus, et cetera». Bah, frère, heu, aujourd'hui, tout mec, tout collégien, tout lycéen, il connaît le dropshipping, tu vois? Ouais, ça, c'est sûr. Et tout le monde est câblé, tu vois? Tout le monde, a pas de QI négatif. Dans le business physique, heu, tu prends n'importe quel domaine, n'importe quelle niche, les gens sont globalement tous éclatés, dans le domaine. Ouais, Qui je suis sait faire du marketing digital? Qui sait faire de l'organique? Qui sait faire du Facebook Ads dans le business, physique? Et pourtant il y a rien de compliqué à avoir un business physique qui va te rapporter 10K par mois. Puis ça, on l'a vu, tu vois, c'est ça, tu un peu quand il y a eu le développement plus souvent des agences de marketing digital et c'est pour ça que ceux qui ont un peu commencé là-dedans, ils ont très bien marché. C'est que eux, en gros, ils faisaient un peu la jonction entre ces 2 mondes, entre ceux qui savaient faire du business en ligne, ils allaient voir les mecs qui avaient des business physiques et leur disaient: «Bon, ben, maintenant, tu veux essayer de croître un peu différemment, tu veux essayer de faire du marketing différemment, mais ça, on gère cette partie-là pour toi». Ouais, le problème des agences digitales, en plus, c'est que celles qui sont implantées physiquement dans les villes, elles sont en plus, elles sont pas performantes. Elles sont Ah non, mais mauvaises. complètement, Et là, complètement. Moi, tous les pros se sont déjà fait démarcher, 15 000 fois. 15 000 fois par soit des mecs, en ligne, soit des, agences digitales. Et aujourd'hui, avoir une agence de SMMA, c'est chaud parce que les gens, ils ont tous un avis là-dessus maintenant, et soit ils veulent pas entendre parler, soit ils ont déjà un prestat. ouais, soit en fait, justement, ils ont trouvé un prestat qui était efficace, en fait, ils vont probablement pas le quitter, soit justement, ils veulent pas en entendre parler parce qu'en plus, il y a eu tellement peu de scams là-dedans. Moi, je le vois, je connais des gens autour de moi qui, à un moment donné, ont eu un business physique et en fait, ils se sont fait démarcher des fois pour avoir un site web, pour être présents dans des fois des agendas semi-digitaux. Ça, des fois, ils donnaient des noms du style l'agenda des communes, l'agenda du village, l'agenda de la ville, peu importe. Et soi-disant, t'étais là-dedans et tu devais avoir du flux, ça devait te rapporter des clients. Ils vendaient ça à prix d'or. Des fois, c'était du type des abonnements à 500, des fois à 800 euros par mois. Donc, tu vois vite le chiffre d'affaires que ça faisait sur l'année sur un client. Et derrière, tu avais des retombées qui étaient quasi nulles pour l'entreprise qui mettait de l'argent là-dedans, quoi. C'est un top business à lancer, à l'époque, en tout cas. En même temps que le Ouais. dropshipping, en fait, hein. Ouais, Heu, ouais, bah, c'était exactement pareil. C'était quand ça a commencé, tu sais, quand les business physiques ont commencé à se dire: «OK, en fait, c'est important pour moi que je sois sur Google Maps», c'est en fait quand mon client, il vient me chercher, bah, en fait, il me cherche sur Google Maps, quoi. ouais, exactement. À l'époque, c'était je me rappelle, les gens qui lançaient une agence, SMMA, c'était un peu les gens qui étaient en mode, le drop, c'est surfait, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais aujourd'hui, lancer une agence de SMMA, faut avoir un truc en plus, hein. Non, mais ça, c'est sûr. Puis même, tu as comme ça certains business qui commencent à être un peu bouchés et je suis d'accord avec toi que, là-dessus, les agences marketing digital et cetera, tu le vois même, enfin, si toi aussi, tu as un compte Instagram, toute la journée, tu es démarché par je ne sais combien de mecs qui te proposent de faire de la publicité pour toi, il y a énormément de concurrence là-dessus, quoi. Complètement. OK, du coup, tu te dis: «Vas-y, je vais revenir business physique» parce que, bah, le business en ligne, tu vois pas ça à long terme. Est-ce que tu as eu quand même un moment donné où ça a commencé à moins bien marcher TikTok et ce que tu faisais ou, tu étais quand même, on va dire dans ton top niveau et tu t'es dit: «OK, c'est pas grave, je laisse peut-être tomber, ça alors que ça peut continuer à marcher pas mal d'années, mais parce que j'ai envie de faire du business physique» ou est-ce que ça commence un peu à décroître? Tu dis: «Bon, bah, voilà, 100 K par mois, je fais peut-être plus que 50. 50, ça reste bien, mais je vois que dans quelques années, je ferai encore moins et donc faut que je commence tout de suite à tourner un peu la page là-dessus. C'est quoi vraiment ton cheminement psychologique qui te dit OK, j'étais en Estonie, j'avais je faisais des dizaines voire des centaines de cas par mois, je reviens en France et je pars dans complètement
autre chose qui en plus va me nécessiter du cash. C'est une prise de risque aussi, tu vois, parce que le business physique, comme tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu arrives avec un bon niveau, tu peux facilement faire ta boîte et qu'elle marche, mais ça reste quand même aussi un risque parce qu'un business physique, c'est aussi plus d'argent investi pour démarrer qu'un business qu'en ligne. Donc, comment tu dis, OK, vas-y, je suis prêt à prendre un risque pour faire autre chose? En fait, moi, je suis pas TikToker, je suis pas YouTuber. J'ai toujours un TikTok, j'ai toujours une chaîne YouTube, etc. Mais moi, Ouais, j'aime pas faire deux choses en même temps. Et je pense que c'est une très mauvaise chose. Moi, quand j'ai commencé à me dire, vas-y, je reviens, je vais faire du OK, business physique, il est hors de question que je continue à parler d'investir son argent sur TikTok. Il est hors de question que je continue à OK, faire ça. Donc, moi, je coupe tout, j'arrête tout, OK, et je reviens et je me focus à 100%. Et purement et simplement, et je me dis, vas-y, on va faire grossir la boîte, ouais. physique, et j'arrête, tout simplement, mon activité en ligne. OK et tu vraiment du jour au lendemain, genre du jour au lendemain, tu de publier des vidéos, tu de publier des TikTok? J'arrête au même moment où il y a la crypto qui se retourne. Donc, D'accord. après une grosse hype, monstrueuse. Ouais. C'était quoi? C'était 2021? C'était quoi le dernier bull run? 2022? Ouais, c'est fini 2021-2022 grosso modo. Je pense que tu peux un peu, je pense que pour moi, on peut mettre un peu le point bas sur, le crash de FTX. C'est un peu, tu sais, le moment où le Bitcoin Ouais, repart au point le plus bas et qu'après boum, on repart sur, 2-3 ans, ça recommence à remonter jusqu'aujourd'hui, quoi. ouais, je poste plus rien, enfin quasi plus rien. Des fois un petit truc, OK. juste pas quand j'ai envie. Mais Ouais. non, non, j'aime pas faire des choses en même temps. Donc, je reviens, je fais mon business physique. OK. Aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que ça tourne. OK. Donc là, c'est pour ça que je reprends effectivement à avoir une activité en ligne parce que ça me Ouais. plaît. Mais OK. le fait est, c'est que je rentre pour le business physique. On développe ça avec plusieurs OK. localisations OK. partout en France et Et on et scale. tu pas expliqué ce que c'était du coup. Quel est ton business, physique aujourd'hui? Alors moi, j'ai commencé en développement des centres auto, des garages automobiles OK. en France, à Toulouse, à Perpignan, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, tu vois. Ouais. Euh, En ouvrant à rythme d'un tous les 6 mois. On a même racheté un concurrent. OK. On a acheté trois d'un coup. Il y en a un qu'on a revendu, tu vois. Donc on était Ouais. donc là maintenant, effectivement, notion de cession, notion de transmettre une boîte. OK. On connaît. Mais effectivement, on lance cette boîte, une boîte qui fait un gros chiffre d'affaires, OK. qui va faire des millions à l'année. Et effectivement, une boîte qui fait des millions à l'année, bah, c'est pas compliqué de faire des centaines de milliers de profits à l'année, en fait. Euh, OK. donc voilà, on lance ça. Et après, D'accord. effectivement, Attends, là, j'ai quelques questions pour toi parce que du dis-moi. coup, est-ce que parce que bon, t'es de formation, tu plus ou moins ingénieur, en informatique. Est-ce que tu t'y connais en voiture? Pas du tout. Sinon, pourquoi tu vas spécialement dans ce domaine-là? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que tu as un associé qui va, gérer ça pour toi? Parce que on dit toujours quand tu lances une boîte, t'as pas forcément besoin d'être capable de faire, tous les métiers. Si tu capable de t'entourer des bonnes personnes, ben c'est eux qui vont bosser pour toi. Mais je veux dire, moi, un garage automobile, pour moi aujourd'hui, ça me paraît compliqué de l'ouvrir, si t'as pas un minimum de connaissances là-dedans, parce que je dois quand même gérer des salariés qui, entre guillemets, même si c'est eux qui vont faire la mécanique sur les voitures, bah, si tu parles pas leur langage, si t'as quand même pas une certaine connaissance de ce qui se fait, c'est compliqué. Surtout que t'as quand même une question de responsabilité derrière. Les gens qui viennent de réparer une voiture chez toi, faut que la réparation soit bien faite, tu vois. Comment Qu'est-ce qui fait que tu pars vraiment là-dedans et comment tu fais pour gérer bah, les éventuels problèmes que tu peux avoir par rapport à la gestion des salariés ou responsabilités que tu vas avoir sur la réparation des voitures, etc. Alors, opportunité, hein, vraiment, je t'en parlais qu'il y a une opportunité dans ces villes-là. Ok, Euh, je me rends compte des marges, je me rends compte du point de vue long terme. ouais. Les garages, ils font une marge de malade, hein. Enfin, c'est connu, hein. Ah oui, bah, c'est très rentable, hein. Tu vois, à chaque fois qu'ils te facturent le moindre changement, c'est toujours pareil. C'est qu'en général, la pièce, elle coûte quasiment rien. C'est la main-d'œuvre qui est très chère. Voilà, tu factures la pièce plein pot, sauf que la pièce, tu la touches à moins 50%. Tu factures ta main-d'œuvre à 100 € de l'heure. Enfin, tu marges à fond. Les garages, c'est connu, ça marche énormément. Mais encore une Ok, fois, ça aurait pu être n'importe quoi, hein. Moi, tu me posais la question. Je suis pas passionné particulièrement par le moteur ou quoi. Moi, j'achète une voiture parce qu'elle est jolie, pas parce que elle a une admission, j'en sais rien, tu vois. ouais, Euh, ok, c'est tout. Ça aurait pu être n'importe quoi. Encore une fois, ok, mon associé, t'en parlais, oui, Adrien et moi, on lance ok, ça parce que notre business à nous, on sait comment trouver des clients. On sait comment faire marcher n'importe quel business. On sait faire des ads, ok, on sait faire de ok, l'organique, etc. Ça aurait pu être une boucherie, ça aurait pu être une marque de fringues, ok, ça aurait pu être n'importe quoi. On a choisi de lancer un garage parce que grosse marge. Euh, on en parlait, enfin t'en parlais. oui, Euh, Comment tu fais pour rentrer dans un monde quand tu t'y connais pas?
Bah écoute, au début, on s'est mordu les doigts. Au début, on s'est retrouvé à faire, en même temps, c'est normal. Je fais l'entretien. Adrien, il a 3 ans plus jeune que moi, hein. Je me Ok. retrouve face à un mécano, Ouais. qui a le double de notre Didier, âge. 55 ans. Ouais. Et qui vient pour l'entretien. Et on est en mode, bon, voilà, et on savait pas faire l'entretien, en fait. Ouais, bah oui, normal. On, Moi non on, plus, on le- on savait pas faire l'entretien. Adrien, il a arrêté l'école à 16 ans. Ok. Moi, j'ai que le bac, du coup. J'ai fait juste, j'ai fait un entretien, c'était pour être pris en informatique, donc rien à voir, tu vois, rien à voir. Ouais. Et bref, au début, on se fait marcher dessus par l'employé et tout. Enfin bref, on Ok. apprend ça par le Parce dur, que, tu vois. ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que votre premier garage, vous le rachetez ou vous le créez de zéro? On crée de zéro, on crée de zéro. Ok, Et donc t'achètes tout le matériel, t'achètes le pont, t'achètes tous les outils nécessaires. Je crois qu'il y a il doit y avoir des espèces de pompes pneumatiques pour les pneus, machin truc. Et d'ailleurs, comment t'apprends à, parce que j'imagine un garage doit y avoir une certaine organisation parce que les voitures doivent rentrer dans un sens, dans un côté, tu dois optimiser la place. Tu vois, j'imagine toutes ces questions-là. Vous prenez un prestataire, quelqu'un qui le fait pour vous, ou tout de suite vous dites, ok, on ouvre un garage, on va engager, je sais pas moi, un chef d'atelier. Et c'est le chef d'atelier qui a un peu l'expérience qui va nous dire, OK, il faut qu'on achète ça, faut qu'on achète ça, faut qu'on mette ça ci, tu vois. Comment tu fais vraiment tout de zéro là-dessus? ça, c'est un grand principe. Faut toujours faire d'abord avant de déléguer à quelqu'un et de OK. lui dire de faire quelque chose. C'est Ouais. un très grand principe. Nous, on a entendu parler de cette opportunité-là, et on allait se faire former par un gars qui faisait ça, un chef d'entreprise, OK. et du côté de Dijon. Et on passe, D'accord. je sais plus, 2 semaines non-stop à faire ça. Et OK. je fais le mécano, tu vois. Je fais le technicien. Je suis dans le OK. truc. Et il est hors de question, dans tout ce que tu fais dans la vie, de déléguer à un mec quelque chose que tu ne sais pas faire. Ça va pas marcher, tu vas te faire marcher dessus. En fait, si ton salarié se dit, je peux le prendre pour un con, il va te prendre pour un con, tu vois. Ouais, bah tu vois, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est pour ça que je pose toutes ces questions parce que vraiment, je pense que si je devais demain ouvrir un garage, je partirais un peu du même niveau que toi, tu vois, et je serais là avec ma centaine de questions, en train de me dire, bah attends, je peux pas, si j'ai pas la connaissance, ça va être compliqué d'embaucher des gens ou de déléguer parce que entre guillemets, je serais pas, en gros, si je suis pas capable de savoir le faire ou au moins si j'ai pas la théorie dessus entre guillemets, il peut me raconter n'importe quoi et je serais pas capable de savoir si c'est vrai ou pas. Et en plus, ce chef d'entreprise à Dijon, tu le trouves comment? C'est du réseau ou t'as des sites comme ça qui te permettent de faire des stages avec des chefs d'entreprise. Comment ça marche? Non, justement, c'est ça, encore une fois, l'opportunité. C'est un ami qui me Ok, parle de ce qu'il fait, qui me montre un peu ses marges, et moi, je pète un câble. ok, Je me rappelle, il faisait combien? Il faisait quasiment, alors, je me rappelle, il m'a montré sa compta. Et je fais, mais attends, ouais, mais tu fais 100K par mois, je sais plus combien de marge, mais ça marge à genre 40%, 50%, tu vois, je sais plus, mais pour un business physique, ça marche beaucoup, tu vois. oui, Je me dis, et toi, t'es juste là, euh, ça va les gars? Et, et en vrai, je me dis, et ça, c'est génial, quoi. Dans 15 ans, c'est toujours là, tu vois. ok, Et, euh, et je me dis, putain, c'est génial. Genre là, c'est long terme, ça marche. Et il me fait, ouais, ouais, mais attends, on est en France, t'as vu ce que je paye en URSSAF, t'as vu ce que je paye en taxes, t'as vu ce que je paye en impôts, t'as vu ce que je paye en ouais. retraite, t'as vu ce que je paye en cotisation, la mutuelle, l'assurance du loyer, l'assurance, Responsabilité professionnelle? ouais, la RC Pro, Ouais, enfin, tout, tu vois. Et il me fait, ouais, t'as vu oui, ce oui. truc-là? Et je fais, ok, 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 certes, mais tu marches à temps. Oui, putain, c'est bien. Et tu vois, donc opportunité, c'est juste ça. On connaît quelqu'un qui fait ça, on se dit, vas-y. Non, on est toujours très, quand il y a un truc à faire, je prends l'avion, je vais voir, tu vois. Ok. Et ça, les gens le font pas. Quand ils Ouais, entendent mais c'est parler vrai. d'un truc, ils prennent pas l'avion et ils se disent pas, c'est quoi, je suis salarié là. C'est quoi, j'appelle mon patron, je fais vas-y, je me prends 2 jours de congé. Là, j'ai un truc à faire, tu vois. Et ils vont pas aller voir à l'autre bout de la terre. Attends, montre-moi ce truc que tu m'as dit au téléphone là. Je veux vraiment voir ça, tu vois. Les gens, ils font pas ça. Et je pense que les gens, ils disent souvent, ouais, je manque d'opportunités, je manque d'idées. La vérité, c'est que quand il y en a une, ils la voient pas passer. Ils la saisissent pas. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Il passe trop à côté, mais même tu vois dans l'immobilier, combien font de l'immobilier en démo, ils s'y intéressent, ils regardent des annonces, des fois même ils vont aller jusqu'à appeler pour demander des infos et puis ils vont pas visiter. Entre C'est guillemets, bah, tant que tu es pas allé, tu peux pas faire d'offre, tu peux pas. Donc en fait, tant que tu fais pas la démarche d'aller te déplacer sur place, alors ouais, c'est du manque de confort, tu vas devoir faire de la route, tu vas te taper des embouteillages, des fois même ça va te coûter des frais de déplacement, mais c'est comme ça que tu avances dans la vie. C'est surtout en sortant de tes habitudes, en sortant de ta zone de confort que tu vas progresser. Est-ce que tu as des potes à toi qui sont pas dans l'immobilier, mais qui te voient faire et qui se disent, enfin, tu le sais, et ils te disent, ah, j'aimerais bien faire comme toi et tout, mais bon, ah, je suis pas,
c'est pas pour moi, quoi. Enfin, et genre, toi, t'es là, c'est tes potes, et genre, tu pourrais leur expliquer purement, simplement, pour zéro Ouais. euro, juste c'est quoi, on se pose 2 jours entiers, je te montre tout, juste parce que, bah, t'es mon pote, j'ai envie de te faire plaisir. Mais, ils sont là, ils sont en mode, c'est pas pour moi, j'ose pas, tu vois. Ou, Ouais, j'en connais plein, j'en connais tous les jours et j'en ai même qui sont à mes côtés depuis le début. Et tu vois, moi, quand j'ai commencé l'investissement en 2017, j'avais à peine 20 piges et autour de moi, j'avais pas mal de potes. Et puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi un truc de plus t'es jeune, plus t'as tendance à te dire un peu genre, vas-y, one life, je vais le tenter, tu vois. Et quand j'avais 20 ans, j'avais plein de potes qui me disaient, ah putain, vas-y, juste je termine mes études et je commence à investir, je fais ci, je fais ça et tout. Et en fait, il y en a très peu qui sont passés à l'action. Il y en a quand même, tu vois. Ça, c'est aussi, tu vois que ton entourage évolue un peu avec toi. J'ai quelques potes qui sont passés à l'action, qui ont évolué, qui des fois étaient partis pour avoir une vie classique de salarié, ont fini par lancer une boîte ou à commencer à investir, avoir la vie différente. Mais j'en ai aussi beaucoup qui, souvent, à chaque fois que je les vois, je me dis, ouais, vas-y, c'est bon, dans les 6 prochains mois, je commence à investir, je me lance. Et ils me disent ça depuis tellement d'années que je me rends compte que soit ils passeront pas à l'action, soit ils sont toujours pas arrivés au cheminement nécessaire pour se dire, vas-y, c'est bon, je sors de ma zone de confort enfin et je décide de me faire un peu violence et d'apprendre. surtout que quand tu commences l'immobilier et que t'es seul et que tu connais personne, moi, c'était le cas, hein. Quand je regardais, Ouais, j'étais étudiant, je voulais voir, acheter mon premier studio, etc. Je me dis, mais je rêve d'avoir un pote, de ouais, la famille ou quoi. Tous les mecs en ligne que je voyais là faire les vidéos dans la sphère immobilier en France, je me dis, mais putain, ça serait tellement bien si j'avais un de ces mecs que je connaissais vraiment et je pouvais voir et qui pourrait me montrer. Et à chaque fois, je rencontre un mec qui est chaud en immobilier, tous ses potes, la grande majorité, ils profitent pas de ce truc. Alors que ouais, c'est complètement. c'est le plus grand rêve de tout mec qui veut sortir de l'immobilier, c'est d'avoir effectivement un mec qui a des dizaines de lots, bah, comme toi, Ouais, et qui peut effectivement montrer de A à Z. Vas-y, si tu veux, je t'accompagne pendant tes visites, on va voir ensemble. Mais quand tu commences dans l'immobilier, tu rêves de ça, tu vois. Et, mais et les complètement. gens, en fait, ne saisissent pas ce truc-là. Les gens ne saisissent pas ce truc-là, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont, et ils vont toujours se dire que l'herbe est plus verte ailleurs, et ils vont toujours se dire que putain, je suis pas dans le bon entourage, alors que des fois, tu es dans le bon entourage, tu t'en rends juste pas compte. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi, tu vois, parce que moi, je peux prendre en exemple un autre domaine. Il y a pas très longtemps, on a décidé, voilà, d'étoffer un peu nos réseaux en ligne et de vouloir avoir un compte Instagram qui fonctionne en partant vraiment de 0 0. Tu vois, enfin, on avait juste le podcast qui existait déjà. Et en fait, on est assez content du démarrage qu'on a eu sur le compte Instagram. Et je sais qu'il y a une grosse partie qui est due au fait que j'ai un très bon pote à moi qui a déjà depuis pas mal d'années un gros compte Instagram à plus de 100 000 abonnés. Bah, forcément, dès que j'ai une question, je lui en parle. Je lui dis, OK, comment tu fais ça? OK, ça, t'as déjà testé comme stratégie? OK. Là maintenant, en ce moment, t'as vu un peu tes vues sur les réels. Qu'est-ce qui marche plutôt? Est-ce que tu fais plutôt le hook, la couverture? Ok, les réels d'essai, tu t'en sers. Et le fait d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, à qui tu peux poser tes questions, mais c'est ça a limite plus de valeur qu'une formation. Parce que en réalité, tu auras vraiment quelqu'un qui, à l'instant T, quand tu auras le problème, tu peux lui envoyer un petit vocal sur WhatsApp, il va te répondre, il va te permettre d'avancer. Mais complètement. Mais voilà, l'entourage, Ouais. comme dit vous êtes la somme des 5 personnes que vous causez le plus, hein. Ah, mais C'est c'est vrai, tellement vrai. ça c'est vrai. Et puis tu le vois aussi, moi je le vois parce que ça au début, ça faisait partie un peu des phrases de mindset que j'avais vu à l'époque. Et tu sais, quand tu commences à investir, tu regardes les 5 personnes que tu as le plus autour de toi, tu dis bon, bon, pas d'investisseur, pas d'entrepreneur, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Est-ce que c'est si important et tout? Et puis je me rends compte quand même qu'avec le temps que la somme des 5 personnes que tu vois le plus, elle évolue naturellement. Tu vois, moi j'ai jamais eu besoin de faire du tri autour de moi. Je veux dire, les choses évoluent, qu'au bout d'un moment, les personnes que tu côtoies le plus, bah, c'est des personnes qui avancent dans la même direction que toi. Ça veut pas dire que tes anciens potes d'enfance et tout, tu les vois plus, tu les vois toujours, et ça te fait toujours autant plaisir de les voir. Mais c'est évident que les gens à qui tu vas le plus parler au quotidien, bah, c'est des gens qui, au bout d'un moment, auront les mêmes problématiques que toi, sont dans le même monde que toi, et tu parleras la même langue sur le business, sur les impôts, sur l'investissement, sur toutes ces questions-là. Mais quand tu passes du collège au lycée, tu changes ton entourage, tu vois. Quand tu passes du lycée à tes études supérieures, tu changes d'entourage. C'est vrai. Bah, quand tu passes de 2 000 € par mois à 10 000 € par mois, tu changes ton entourage et c'est comme ça. Et c'est normal. Et les gens, ils sont là. Ouais, mes trucs, moi, c'est quand même mes potes et tout, ça me fait chier et tout de changer d'entourage parce que c'est quand même des bons gars et tout, etc. J'aimerais bien, mais ça me fait chier. Mais en fait, frère, enfin, c'est gay, en fait, de pas assumer, de pas bouger, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis, Non mais
En vrai, moi, je trouve que ça se fait même naturellement, tu vois. Moi, il y a jamais eu de moment dans ma vie où je me suis dit, OK, vas-y, je vois moins cette personne-là parce que, entre guillemets, on n'est plus dans le même monde, ou au contraire, je vais plus voir cette personne-là parce qu'on est dans le même monde. Moi, honnêtement, je trouve que les choses se font naturellement. Enfin, c'est surtout quand je pense que t'as un bon entourage. Je veux dire, moi, j'ai jamais eu de, tu sais, de potes, qui, me tiraient vers le bas, tu vois. Ça, je sais que j'en ai très peu eu dans ma vie. J'ai toujours eu des très bons potes qui m'ont toujours tiré vers le haut, même s'ils ont eu, même s'ils ont eu d'autres projets de vie. On n'a peut-être pas les mêmes aspirations, pas la même ambition, peu importe. Et en réalité, tu le vois naturellement que c'est avec ceux avec qui tu as le plus d'affinité parce que vous vivez la même vie, vous avez, les mêmes ambitions ou des ambitions qui se ressemblent. C'est avec eux que tu vas finir par, parler le plus au quotidien, que tu vas le plus voir, et tout simplement tu vas t'entourer. Si en tout cas, si tu la tête bien faite et que c'est ce que tu recherches. C'est sûr que si tu as toujours le truc de: «Ah ben non, j'ai envie de rester dans ma zone de confort. Ah ben non, j'ai pas envie de changer ci, j'ai pas envie de changer ça». Si tu es dans l'acceptation de l'évolution de ta vie, de ce que tu vas faire, de tes envies, et cetera, naturellement, tu vas avoir des gens qui vont rentrer dans ta vie, qui au début seront des connaissances, puis seront des potes, puis deviendront des vrais amis, et ça va évoluer comme ça naturellement. Complètement, complètement. L'entourage, c'est la clé et vraiment, Ouais, ayez pas peur d'aller provoquer, cette chance. Les gens, ils disent qu'ils ont pas de chance, mais ils provoquent rien. Tu peux ouais, pas avoir de chance si tu restes chez toi, en fait. Alors que c'est si sûr. tu vas t'inscrire à des séminaires, t'inscrire à des trucs, aller voir du monde, sortir dans la rue, aller appeler un agent immobilier, devenir pote avec lui, enfin, tu Ouais. vois? En fait, il y a plein de trucs que tu peux faire. C'est con, tu vois? Mais si tu fais des sports de tu tu sais quoi? Je vais rien dire, mais des activités que tu fais où tu vas jamais rencontrer des gens stylés, des activités que tu peux faire où tu vas rencontrer des gens stylés, en fait. Ouais. Et tu le sais très bien. Il faut juste, enfin, tu sais, dans la vie, il faut toujours faire un truc, hein. Tu prends un Velleda, tu prends ton tableau de blanc et t'écris et tu fais: «OK, comment je fais pour faire ça?» Clac, 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 5 solutions et tu mets en application. C'est toujours comme ça et ça marche tout le temps et ceux qui arrivent pas, c'est ceux qui font pas, en fait. C'est toujours pareil. Ouais, 100% d'accord avec toi. Et du coup, si on revient un petit peu, au niveau de ton parcours, là, du coup, là, tu as les garages, tu en as combien en tout? On a 7 localisations, actuellement en France OK. et C'est ça qui fait 50 salariés, du coup? ou ouais, 80 ouais. Ça fait du monde quand 80%. même, il en faut du monde. OK, OK. Et du coup, les autres salariés sont sur une autre activité? Ouais, du coup, effectivement, on a décidé de lancer, bah, encore une fois avec mon associé. Ouais, Hem, d Le problème de l'activité dans les garages, c'est que quand j'ai un client qui annule, ça arrive tous les jours, hein. Tu imagines, tu es là, tu achètes un moteur, tu achètes un toit panoramique, tu achètes, un phare, tu achètes un pare-brise, tu achètes des vitres. Le mec, il vient pas, tu es dans le cul. ouais, Tu es bah, dans le déjà cul. ton salarié, du coup, tu lui avais bloqué un créneau pour le faire, bah, du coup, il peut pas le faire, et en plus, tu te retrouves avec le matériel que tu as acheté que tu peux pas utiliser, quoi. Ouais et c'est tous les jours. C'est une activité qui n'est pas à faible taux d'emmerdement et dans la vie, ce qu'il faut, OK, c'est le rapport, bah, forcément, le rapport, le rendement classique, mais le taux d'emmerdement, il faut absolument le rendement sur taux d'emmerdement, il est hyper important à prendre en compte et avec mon associé, du coup, on a découvert une nouvelle activité, encore une fois en physique. À la base, on regardait un reportage, d'un mec en Allemagne, qui faisait des piqûres dans l'oreille, OK, hem, pour arrêter de fumer d'accord, et donc il faisait des piqûres dans l'oreille pour arrêter de fumer et nous le reportage, c'était ce mec-là, enfin, c'était un mec qui avait lancé avec lui dans un jet avec que des ouais, meufs à poil et c'était un OK, reportage genre envoyé spécial, tu vois? Et la OK, journaliste, elle est là, «Oui, comment vous avez fait fortune et tout?» Et le mec, il était là: «Ah, c'est simple, moi je fais des piqûres dans l'oreille ouais, pour arrêter les gens de fumer» et on se dit: «Mais OK, qu'est-ce que ce truc?» Tu vois? «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Tu vois? «C'est quoi ce bordel?» Tu vois? Et donc le mec, on creuse, on trouve la boîte, elle est connue, elle est en Allemagne, OK, et on regarde ce qu'il fait et le mec, elle a que 24-24, 7 jours sur 7, tu vois, devant chez lui oui, oui, et tu arrêtes 99% de fumée. Tu vois? Il te pique l'oreille, tu arrêtes de fumer, tu vois? C'est plusieurs OK, piqûres dans l'oreille à des points bien spécifiques qui se basent sur OK. l'auriculothérapie et Ouais, ce que j'allais dire, ça doit être ce genre un peu en lien avec l'acupuncture, ce genre de choses? c'est exactement les mêmes points dans l'oreille que l'acupuncture, que les aiguilles, OK, sauf que c'est des OK, OK. piqûres, mais c'est exactement pareil. C'est ça et Et tu te dis: «Vas-y, c'est bon, nouvelle idée, nouveau business». moi je me dis en fait, déjà de un, le business il est bien plus, stimulant parce que enfin, c'est pas hyper stylé, tu vois? Je te dis: «Ouais, moi j'ai des garages». Est-ce que c'est stylé? Ben, oui, parce que ça fait des gros chiffres d'affaires, oui, parce que tu as beaucoup de monde, oui, parce que quand même, tu nourris quand même vachement de familles, tu vois? Il y a ce Ouais, truc-là ouais, aussi tu as beaucoup de où, salariés, ouais, où qui bossent effectivement pour toi. en tant que patron, il y en a où je sais ça leur fait un truc et effectivement, il y a ce truc-là. Mais factuellement, il y a quand même ce truc où la boîte,
elle est pas, c'est pas dans ta ville, t'es pas en train de résoudre un vrai problème de fond. Et donc, il Bon, manque un truc à la vie quand t'as pas, quand tu résous pas un vrai problème. OK. Ouais, Euh, on va dire dans la pyramide de Maslow, tu envie de remonter, enfin, tu envie d'aller un peu plus, au cœur des besoins primaires, quoi, alors, plutôt que d'être uniquement sur réparer le matériel. il y a deux choses à faire. La première, c'est que il faut prendre une activité que tu peux scaler. Nous, on voulait pouvoir effectivement avoir une activité qui marche à l'international. OK, Nous, on marche avec des assurances en France. Si tu veux ouvrir en Espagne, faut refaire. On marche pas, tu vois. OK. Donc, on est bloqué avec ça. Et il y a le fait qu'effectivement, dans la pyramide de Maslow, c'est bien plus stylé d'avoir une boîte où t'aides les gens à arrêter de fumer que de changer des phares, tu vois. Bah, c'est sûr parce qu'en fait, quand tu changes des phares, tu es vraiment sur, soigner le matériel. Limite, la personne, elle peut se demander: «OK, la voiture a un problème, allez», il y en a de plus en plus qui disent: «Bon, au final, la voiture, ça manque du matériel, je m'en fous, ça doit m'emmener d'un point A à un point B. Si elle est cassée, c'est pas grave». Et de l'autre côté, tu te dis: «Vas-y, si maintenant je commence à permettre aux gens d'arrêter de fumer, bah, finalement, je rentre dans la santé», tu vois? Sans forcément avoir les problématiques du monde du médical et tout, mais tu te dis: «Vas-y, j'aide les gens à être mieux dans leur peau». Exactement. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, OK, comment on fait pour se former à ça? Comment on fait pour trouver quelqu'un qui va nous former à ça? Ouais, On trouve un mec OK, euh, qui est un proche du docteur Nogier. Docteur Nogier, c'est celui qui a inventé notamment la technologie, qui a surtout propagé, qui vient de Lyon, la technologie au laser. d'accord, Encore une fois, c'est légèrement différent des piqûres et de l'acupuncture, mais c'est encore une fois, c'est les mêmes points dans l'oreille, c'est encore une fois l'auriculothérapie. Rien de magie, encore une fois. L'auriculothérapie, c'est reconnu depuis longtemps que ça marche. À la base, c'était des mecs qui se chlassaient l'oreille et effectivement, ils ont vu qu'il y avait un impact sur tel organe, telle fonction du corps. Ça, c'est vrai qu'on a des points dans l'oreille qui ont un impact, voilà. Donc on se dit, OK, on va se former là-dessus. Comment on fait? On trouve un mec en Allemagne, encore une fois, et donc on va en Allemagne. Tu sais, on y va genre cash, tu vois. On ouais. prend l'avion. Toujours le même principe, hein, t'as reconnu. Ouais, se Euh, déplacer, aller voir sur place directement. on paye des milliers d'euros, OK. on va te faire former. C'était cher, hein, c'était très cher pour une journée, pour une formation de 2 jours. Donc c'était très cher. Et tu sais, moi, j'ai un cerveau très logique. Tu sais, je viens Ouais, du des domaine informatiques. scientifique, informatique, les algos et tout. Tu vois? Là, on me parle d'un truc dans l'oreille, t'arrêtes de fumer, c'est bizarre, tu vois? Tu sais, Ouais, je me dis, tu sais quoi, j'y crois pas, mais je vais voir. OK. Euh, Tu fumais ou tu fumes toi de base? moi, j'ai des Bon. grandes addictions. Ah ouais? Non, non, pas la cigarette, mais les OK. addictions, ça me connaît. Parce qu'en fait, oui, ça marche sur les addictions, pas sur la cigarette, ça marche sur toutes les addictions. Bah, c'est ce que je me suis dit, parce que c'est de l'acupuncture, je me dis à mon avis ça doit pas marcher que sur la cigarette. Ouais. Bon, voilà, moi, c'est pas la drogue, c'est pas la cigarette, et cetera, mais ça m'intéressait de savoir qu'effectivement, OK, comment résoudre le problème des addictions dans l'humain, dans la vie, et cetera, en général. Est-ce que ça marche vraiment? Tu vois, ça m'intéresse. ouais, Après cette formation, ça dure vraiment 2 jours non-stop, tu vois? Intensif. Ça commence à 8 heures du matin, ça finit à 19 heures le soir, c'est intensif, tu vois? Je sors OK. de là après avoir bouffé de ça pendant 2 jours et tu sais quoi? J'y crois toujours pas. Non, mais c'est vrai, Ouais, je sors ouais, de ouais. là et je me dis, Trop cartésien, tu dis: «C'est pas «C'est quoi possible». ce truc?» Tu vois? «C'est quoi ce truc que je viens de Ouais, voir ouais, là?» C'était intensif, j'ai pas beaucoup dormi. Hem, je me dis: «C'est quoi cette merde?» Tu vois? «C'est quoi ce truc?» Est-ce que bah, alors en vrai, j'étais quand même dans le doute. J'étais en mode, putain, si ça marche, c'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est oui. vraiment une sphère que je ne connaissais pas, qui est Ouais, vraiment tu dis cool. c'est un peu pile ou face. Tu dis: «Si ça marche, c'est un truc de fou, sinon ça marche pas, bah, c'est que entre guillemets, c'était trop beau pour être vrai, quoi». Ouais, non, mais je parlais juste d'un point de vue, factuellement. Est-ce que ça Ouais, marche dans l'être humain, sur les points, sur les points auriculaires? Est-ce qu'il y a un impact effectivement sur les synapses et cetera, ouais, dans le cerveau? Est-ce que effectivement, quand on va faire cette prestation, est-ce que les gens on va vraiment les aider à arrêter de fumer? Est-ce que les gens, ils vont vraiment ne plus avoir les tremblements, ne plus avoir les sueurs, tu sais, des nocturnes, enfin tous les oui, symptômes que tu as quand tu es en sevrage? Est-ce que vraiment ça permet d'enlever ce truc? Je ne fume pas, je ne peux pas me rendre compte, tu vois? Bah, tu sais quoi? Ce qu'on on va faire un truc très simple. Heu, je prends une amie à moi qui fume et je réserve une séance. Je paye 200 €. ouais. C'est le prix classique. En Allemagne, du coup, il y avait déjà quelqu'un qui faisait ça en France aussi? Non, il y a 2-3 concurrents en France. D'accord, OK, OK, OK. Effectivement, ça existe pas les marchés sans concurrence, tu vois? Oui, 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 j'imagine, Mais j'imagine. on a quand même identifié un marché très peu concurrentiel. OK, Donc on prend un rendez-vous chez le concurrent, j'amène une amie à moi qui fume et moi je suis là, ouais, je me présente en tant que, moi je suis là pour voir, tu vois? OK, ça marche, en tant que curieux, ouais, c'est S'il savait aujourd'hui. Bref, et cette personne-là arrête de fumer. Elle fumait combien? Elle fumait plus d'1 paquet par jour.
Et du coup, elle arrête instant? Elle arrête de fumer en une séance. Elle a OK. payé Mais 200 genre euros. quand tu arrêtes de fumer, genre en mode, elle fume quelques clopes le lendemain ou vraiment genre ça a Non, été non, sa dernière cigarette non, avant et elle a plus jamais fumé après? le principe, c'est arrêt net. Tu fumes, OK, séance, tu arrêtes de OK, fumer. C'est vraiment, d'accord. c'est comme ça. Et elle arrête de fumer. Et elle me fait: «Ouais, c'est vrai, j'ai ressenti un manque et cetera, j'étais motivé pour arrêter de fumer, mais franchement, ça a été, quoi. Franchement, le laser, il OK, m'a aidé de fou». Et là, je me OK. dis: «Bon, j'y crois toujours pas, mais quand même Mais en tu mode dis ouais, tu dis: «Vas-y, s'il y a un gros effet placebo, il peut y avoir un truc, quoi». je me dis: «Ça se trouve, c'est full placebo». Ouais, Mais quand même, il y avait quand elle me dit: «Non, quand même, je m'attendais à pire en symptômes et tout». J'ai eu des symptômes, mais franchement, c'était vachement limité, ça. J'ai pas eu le manque, physique, en fait. Tu vois? ouais. Heu, J'avais envie de le matin, je me réveille, j'étais habitué à prendre ma clope depuis 10 ans, j'avais envie de prendre ma clope, tu vois? Mais j'ai l'impression que c'était plus l'habitude que l'envie, en fait. Elle me Oui, dit je ça. vois. Bah, je vois, Et ça doit être un peu la même envie que, je sais pas moi, je sais pas si tu bois beaucoup d'ice tea, tu as envie de te servir un verre d'ice tea, mais je veux dire, tu as pas de trucs de tu es pas accro à l'ice tea, tu c'est vois? Parce qu'il y quoi? a pas de substance qui te permet d'être accro dedans, quoi. C'est comme boire du jus d'orange le matin. Quand tu bois Ouais, du ouais, jus c'est ça. d'orange tous les matins en te levant, si un jour tu te lèves et que tu bois de l'eau, c'est horrible, c'est Ouais, dégueulasse. Tu te dis: ouais, ouais. «Mais ah!» Alors que si tu Mais bois tu de peux l'eau tous vivre les sans et matins, arrêter du jour au lendemain, quoi, par contre. si tu bois de l'eau tous les matins, tu bois un verre de jus d'orange, tu es en mode: «Waouh, c'est quoi cette dinguerie?» tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ça me dégoûte tellement c'est trop sucré et cetera. Donc en fait, c'est comme tout dans la vie, c'est l'habitude, en fait. OK, Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit: «OK, on va faire une preuve de concept». Quand tu crées une boîte, c'est Léo Guillot, Léo Olsen qui en parlait, dans une vidéo qu'il a supprimée depuis. Comment OK, faire une $1 billion compagnie? Déjà, tu fais une preuve de concept. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre à Toulouse. On ouvre un centre. OK. Ça s'appelle Laser Happy, d'ailleurs, pour le fun fact, on s'appelle Laser Happy, happy comme, joyeux, tu vois? Ouais. Et là, on ouvre au Québec et au Québec, on doit s'appeler Joyeux Laser. Oui, parce qu'il y a une Qu'est-ce que ça me obligation de fait chier, traduction. mais qu'est-ce que ça me fait bref, c'est pas le sujet. Donc bref, Ah Joyeux putain. Laser, super. Bon bref, on pense international, donc on trouve un nom, on Oui, qui prend passe, quelqu'un pour voilà. le naming et cetera, donc Laser Happy, OK, et on fait la promesse: «Chez nous, une séance, vous arrêtez de fumer. 200 €, vous arrêtez de fumer». On fait notre promesse. Encore une fois, notre business, c'est le marketing, c'est la vente. On sait faire OK, des ads, on sait faire du genre organique, on sait OK. trouver des clients. Donc tu comptes, pour justement trouver des clients, tu comptes faire du marketing digital justement, Ouais, donc ads sur, réseaux sociaux et entre guillemets, tu arrives à parce que justement comme ton centre, il est dans une grande ville, bon, faut que tu arrives à «cibler» entre guillemets les gens qui sont autour, c'est ça? En termes de localisation et tout? notre but, concrètement, c'est de voir si est-ce qu'en un mois, juste avec le marketing, on peut être complet. OK. Donc et surtout, est-ce que ça marche? Est-ce que les gens Oui. qui viennent sont vraiment satisfaits? Ça marche vraiment? Il y a du bouche à oreille, Ouais, l'activité, elle est stylée, tu vois? Elle est, ouais. dans le truc. Tu apportes vraiment un truc à ta ville, tu vois? C'était ça le but, tu vois? OK. En plus du fait que c'est une activité à très haut rendement. Je t'ai parlé du prix, 200 € la séance. Il y a pas Oui. de charge, il y a pas de consommable. Le mec, Bah, tu s'il vient s'il ouais, vient pas, j'imagine que tu as un salarié qui doit être formé, le laser, je sais pas si ça coûte cher et puis tu as les locaux? tu as un praticien, tu as le salaire qui a un Ouais. coût, tu as le laser qui est effectivement un coût de départ important parce que ça vaut quand même sacrément cher. Mais, C'est quoi? C'est 10 000 balles par laser, je crois, un truc comme ça? on est plus autour des 5 000. OK. Globalement, OK. pour lancer un centre laser rapide, il y en a pour entre 35 et 45 000 €. Tout compris, tout OK. compris. Ce qui est correct, c'est le prix d'une laverie, donc c'est correct en vrai, Ce qui est le plus faible possible pour lancer un ouais. business physique. Il y Ouais, ouais, a je trouve, ouais. Voilà, si il y a pour lancer un garage, c'est des centaines de milliers d'euros d'investissement, tu vois? Ouais, 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 non, mais je vois tout de suite la différence, ouais. En gros, pour, un garage, tu peux lancer, 10 ou 12, Laserapi, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, on se dit: «OK, là, on a une activité qui va coûter, tant, qui est rentable mois 1». OK. Ça, Il y c'est a pas ouf, hein, être, avoir son seuil de rentabilité en un mois, mais c'est les gens, tu sais, généralement, moi, je les connais maintenant, les mecs dans le business physique. Ce qu'ils veulent, c'est des trucs, ils veulent des gros chiffres. Ils veulent des ouais, fitness parks. Ils ouais, veulent être rentables sur 3 ans, tu vois? ouais. J'en ai connu des mecs comme ça. J'ai dit: «Mais pourquoi est-ce que tu cherches pas plutôt des activités, Rentable de suite. qui vont te faire la même marge, mais qui vont te faire un chiffre d'affaires, tu sais quoi? 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel, 15 à 20 000 € de marge. Pourquoi tu veux pas ça?» Et le mec, il est là: «Ah non, moi je veux un gros truc. Moi je veux une salle de sport», tu vois? Moi je veux lever 400 000, tu vois? Et en fait, les boomers, ils sont en mode, ça ne leur cerveau ne les mecs dans le business physique, il faut qu'ils soient là, tu vois? Il faut qu'ils soient dans le truc. Ouais, Il ouais, faut ouais, non, mais qu'ils aient leur truc. Ils tu as veulent arriver énormément et de être en mode: «Moi j'ai ça», tu vois? Alors qu'en vrai, frère, il faut 3 ans pour être rentable. Moi, je fais 10 000 de bénéf même mois 1, tu des vois? des fois
tu as aussi des entrepreneurs, c'est juste pour le truc de dire: «J'ai telle ou telle boîte», ils vont garder des boîtes qui sont pas rentables. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller justement sur Infogreffe ou tu sais, sur Paper, c'est d'aller chercher les bilans publiés, de certaines boîtes et tu as des boîtes qui existent, sont là depuis longtemps et qui font des résultats négatifs. Alors certes, tu as sans doute attention, des fois dans le résultat net, tu vas avoir, pas mal de frais qui, entre guillemets, «sont au bénéfice du dirigeant» parce qu'il se paye sur sa boîte et cetera. Mais des fois, tu as des boîtes qui sont pas rentables et elles sont là et le mec, il a l'air très heureux d'avoir sa boîte parce qu'il dit: «J'ai telle boîte». Après, il est même pas capable, il te parle juste de son chiffre d'affaires, tu vois? Faut pas lui parler résultats nets, mais ouais, c'est vrai que comme tu dis, Exactement, ça existe, quoi. exactement. Dans le business physique, les gens, ils vont te dire leur chiffre d'affaires, mais le Ouais, résultat net après impôt, ouh là! ouais, ouais, Ah ouais, bon, c'est tabou, quoi, c'est c'est ouais, moi je fais tant. Ouais, mais OK, mais tu gagnes combien? ouais, Non, tu non, gagnes mais combien? Ouais, c'est à la tu as fin, pas c'est compris. Moi je fais tant. ouais. Ouais, parce que Bref, tu as des activités où tu peux faire 1 000 000 de chiffre d'affaires, mais si ta marge c'est 10 000 balles, moi je l'ai déjà vu sur certaines boîtes, enfin c'est pas que ça vaut pas le coup, mais c'est qu'il y a pour moi il y a un problème dans ton business plan si tu fais 1 million et tu fais que 10 000 € de marge, quoi. complet, mais complet, mais complet. Et les gens en fait, bon ça c'est une c'est je veux pas dire qu'ils sont tous comme ça parce que les mecs dans le business physique, il y en a quand même pas beaucoup, quoi. C'est en fait, faut regarder. Les jeunes aujourd'hui, ils se font accrocher par quoi? Ils se font accrocher par encore l'e-commerce, tout ça. Ouais, C'est encore ce qu'a bonne pub sur le comment faire 10 000 € par mois, sur internet. On va pas te parler de d'ouvrir un centre de laser, tu vois? oui, Alors que c'est 1000 fois plus simple et cetera. Mais ouais, parce que le business physique aujourd'hui, je pense que la tendance va quand même s'inverser, dans les prochaines années parce que, le business en ligne, bah, tout le monde entend parler que de ça, tu vois? Donc voilà. Donc on fait notre preuve de concept. OK, On fait notre première semaine de patientèle, hem, puisque effectivement on vient véritablement, aider les gens sur leurs addictions. On fait pas que de la cigarette d'ailleurs. On a un branding très clair. On fait cigarette, cigarette électronique, cannabis et le sucre. Parce que le sucre, c'est un gros sujet, tu vois? C'est une vraie addiction. Donc on fait ça et on fait quand même 90 de cigarettes, hein, on va pas se le cacher. En France, la cigarette, c'est la fête, hein. Hem Et on voit le taux de succès. Heu, on a une praticienne, au top du top et ouais, on voit notre taux de succès qui est franchement très bon, quoi. Donc en fait, le fait est, c'est que la séance fonctionne, tu aides véritablement les gens, tu as un business à très haut rendement, il va toujours être là dans 10 ans, dans 15 ans. Et en plus, ça je l'avais pas vu au début, mais une boîte, ça a une valeur. Elle a une valorisation cette boîte. Une boîte ouais, qui fait 15 000 € par mois de bénéf, et bah, oui, elle vaut 1,5 million, 2 millions sur, quand tu as 3 bilans. C'est vrai. Et ça, je l'avais pas vu venir au début, mais c'est oui. en m'intéressant effectivement à tout ce qui est valorisation, c'est oui, tu as fait en fait, c'est comme l'immobilier. Oui, tu as du rendement, mais en plus, tu as la valorisation qui augmente. Ouais, ouais, complètement. C'est vraiment le truc de tu fais une boîte et c'est pas parce que ça peut être un peu le problème des business en ligne, c'est que notamment quand tu développes un branding et cetera, bah, en fait, ta boîte, elle vaut rien parce qu'en fait, elle vaut quelque chose tant que toi, tu es là, mais demain, tu t'en vas, c'est plus le même business. Alors que quand tu as un business en ligne qui tourne sans toi, en mode, c'est pas toi que tu vends, c'est pas forcément ton image et cetera. Donc entre guillemets, demain, tu peux le vendre à quelqu'un, ça tournera pareil, quoi. Complètement, complètement. Et du coup, au début, on devait lancer cette boîte en succursale. On devait prendre un gros bureau. Maintenant, on savait, on connaissait la gestion, des Oui, salariés, la gestion OK, des commerciaux, faire des ads à grande échelle et avoir un gros siège social avec des gros bureaux et avoir un gros pôle, commercial, tu vois? À OK, Paris, à Toulouse, j'en sais rien, à Berlin, j'en sais rien, tu vois? oui, Hem Et à la base, on devait fonctionner comme ça. Mais en fait, c'est rare d'avoir une opportunité business où tu te dis: «OK, je peux vraiment créer une marque, je peux vraiment créer une brand à l'échelle mondiale qui va avoir une sacrée valorisation sur le long terme», tu vois? C'est OK. rare d'avoir un aussi gros avantage concurrentiel où tu peux vraiment devenir le numéro 1 sur le Ouais, marché. aujourd'hui, c'est vrai que c'est rare. En plus, ben, déjà, business physique, faut que tu trouves un truc qui est, comme on disait tout à l'heure, c'est rentable, tu as un potentiel de revente et en plus, si maintenant tu arrives à faire un business physique en France et qu'en plus tu arrives à l'exporter à l'international, ouais, tu tombes dans le, 0,001 des business, quoi. Exactement, et c'est pour ça, du coup, on a décidé de lancer ça en sous format de franchise, OK, à l'échelle, complètement internationale. OK, Aujourd'hui, on a plus de 20 personnes de franchisés. OK, super. On a lancé le développement, en février-mars 2025, donc on est sur le tout début de la franchise. C'est pour ça d'ailleurs D'accord. que le désavantage d'une franchise nouvelle, bah, c'est que c'est nouveau. Oui. L'avantage, c'est que, bah, tu veux ouvrir un Basic Fit aujourd'hui, il va va pas y avoir, Toulouse ou Paris de dispo, tu vois?
Ah non, c'est sûr. Là, aujourd'hui, les Basic Fit, ils s'ouvrent dans des villes de, de 50 000 habitants, voire des fois plus petits, quoi. Voilà, l'avantage d'une franchise nouvelle, c'est que bah, tu as encore des villes sympas qui sont dispo. Ouais. Nous, on a Et- toutes les grosses villes qui forcément ont été prises d'assaut dès le début, ok. juste avec notre réseau en fait. Hein. Oui, Euh, juste, bah, j'imagine, ouais, t'as commencé à parler de ton business et puis, ça peut être une question parce que autant franchise internationale, je comprends. Pourquoi en France, vu que justement c'était un coût, t'avais un coût qui était pas relativement élevé par, on va dire point de vente, pourquoi tu t'es pas dit, OK, sur le marché français, on se garde toutes les grandes villes pour nous, en interne? En fait, encore une fois, nous, on aime bien aller vite Ouais, et c'est soit on passait 2 ans à faire la France effectivement en succursale. ouais, Et c'était une vraie réflexion, hein, c'était une vraie décision à prendre. Soit on se dit: «OK, on part directement en franchise, on a uniquement un centre à nous, on a fait la preuve de concept pendant 6 mois, OK, ça marche. OK, on part directement en franchise, on fait semestre 1 2025, on boucle la France, semestre 2 2025, on boucle toutes les villes, intermédiaires en France, et on boucle la France en 1 an et on part en plus semestre 2 2025 à l'international, Europe, Canada, Asie. OK. On va probablement ouvrir en fait au Portugal, en Estonie, Ah, Québec, génial. OK, Mongolie et en fait, pourquoi OK. est-ce qu'on se focus sur la France d'abord? C'est que le problème de la cigarette, il est très français. Bah, c'est vrai qu'on est à l'international, on a une grosse image de fumeur, ouais. Ouais, Je complètement. pense qu'on doit avoir un des pays au monde où le taux de consommateurs de cigarettes est le plus élevé, ouais. Mais en me renseignant, je me suis rendu compte qu'en Allemagne, ça fume encore plus qu'en France. En Ah ouais? Espagne, ça fume encore plus qu'en France. Ouais, c'est un truc de Ah, fou. tu vois, ça, j'aurais pas cru. Ouais, non, mais l'image de la cigarette, en fait, elle, c'est pas que français, en fait. Mais tu OK, vois, au Québec, ça fume 2 fois moins qu'en France. Donc la OK. cigarette, ça va pas être notre problème numéro un au Québec. Au Québec, il y a le cannabis, qui est un beaucoup plus gros problème, tu vois? Donc D'accord, OK. on va avoir un branding qui va être beaucoup plus cannabis. En OK, Mongolie, on va avoir un branding qui va beaucoup plus être sur le sucre, tu vois? Parce qu'il y a OK. pas le problème de la cigarette, il y a un gros problème de sucre, tu vois? Donc notre branding D'accord, va changer et va s'adapter au marché local et notre système de franchise d'accord. va vraiment, prendre comment en Suisse, c'est pareil. En Suisse, notre séance, elle est pas à 200 €, elle est à 300 francs suisses, tu vois? Les Ah loyers ouais, sont j'imagine, gros, donc voilà. j'imagine. On s'adapte au marché local, notre franchise s'adapte à ça et on OK. va, tout faire pour performer et le gros avantage aussi, c'est que nous, on va prendre que des profils d'entrepreneurs. Il est hors de question qu'on travaille avec des gens qui veulent, qui veulent ouvrir uniquement une ville, être eux-mêmes l'employé de du centre Oui, et s'arrêter à oui, ça. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut dans notre franchise, c'est que c'est nous qui gérons, il y a 124 villes en France de plus de 50 000 habitants, tu vois? ouais. Ça fait que globalement, si tu as, 30 personnes qui chacun ouvrent 3 centres et ben, tu vois, avoir 30 groupes WhatsApp, c'est totalement gérable pour moi et Adrien, tu vois? Oui, complètement. Le but, c'est pas qu'on ait une secrétaire, qui s'occupe des gens, tu vois? C'est pas ça. Oui, ou que tu arrives à un système où tu es obligé d'avoir, une pyramide de la hiérarchie qui est plus étoffée avec un sous-directeur qui va gérer des régions, machin truc et après ça devient encore plus compliqué, ça te fait plus de frais fixes aussi. Et travailler avec des gérants qui sont Ouais, branchés, qui sont pluggés, qui sont câblés, c'est bien plus, enfin, c'est avec plaisir, alors que travailler avec des gens, qui sont moins branchés, c'est moins bien, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse sélection de profils et puis encore une fois, d'accord. on n'est pas sur un petit business, qui va durer, 6 mois, tu vois? C on part pour 15 ans, tu vois? C'est pas Oui, rien. oui, c'est sûr. OK Donc et là, du coup, en ce moment, tu recherches encore, du coup, des franchisés en France? dans les villes qui sont encore dispo, ouais, exactement, mais OK, on va boucler ça en 2025, d'accord. concentrer sur la Suisse, sur l'international. Mais 2025, on est encore ouvert aux candidatures. On en reçoit tous les jours, en fait, sur le site. OK, Mais 2025, le but, c'est on va boucler la France et et forcément, plus le temps va passer, plus il restera les villes les plus petites, avec le moins potentiel de en fait, après, il y a un truc qui est vrai, c'est que même si c'est dans une ville de 30 000 habitants, le but, ça va plus pas être d'être complet, mais ça va être de faire, je sais pas, 400 € de bénéf par jour. 400 € de bénéf par jour, c'est juste 2 séances de bénéf, hein. On est dans une activité où ta 1re séance de la journée, c'est tes charges et la oui. deuxième bénéfice, tu vois? C'est ce niveau-là de marge, tu vois? Donc c'est comme ça qu'on voit les choses, ouais. D'accord, OK. Bon, bah, c'est top en tout cas ça ça c'est bien en tout cas de voir un peu ce type de business parce qu'en plus, tu avais
de un, bah, les garages qui tournaient déjà d'un côté, où on a parlé, voilà, des problèmes que tu peux avoir, de comment tu te lances dans un business comme ça en connaissant de zéro. Et puis derrière, ben, l'autre business qui fonctionne sous forme de franchise, qui a vocation à être beaucoup plus international, qui est moins cher on va dire, à l'ouverture d'un point de vente, mais qui par contre a vocation à s'étendre beaucoup plus. Donc là, franchement, c'est super intéressant en tout cas. En fait, on pense tout en taux d'emmerdement, tu vois. Vraiment. Bah ouais, non mais Le t'as raison. business à Toulouse, on a un taux d'emmerdement qui est extrêmement faible. Après, Ouais. ça vient du fait que quand tu as une boîte où tu as un seul salarié, Oui, bah oui, oui, c'est forcément. facile à En gérer. fait, le gros problème dans le business physique, c'est les people, c'est les Oui, salariés. C'est vraiment oui, la seule variable que tout le monde est d'accord, c'est voilà, c'est les salariés. Quand tu as une personne, il faut pas se tromper sur une personne. Bah franchement, c'est oui. déjà beaucoup. Et en plus, c'est vachement quand tu, de toute façon, employer quelqu'un quand tu te trompes, c'est très chiant. Quand tu te trompes pas, c'est un giga plaisir de travailler avec cette personne-là. Et ça, c'est très vrai. Euh, c'est blanc ou noir en fait dans ce domaine-là. Et le taux d'emmerdement, il se répercute encore une fois dans notre système de franchise, c'est qu'il est hors de question qu'on travaille avec quelqu'un où si le feeling il passe pas, tu vois. Ouais. Il est hors de question qu'on ait une conversation WhatsApp où ce soit la guerre, tu vois. C'est hors de Bah oui, question. oui, c'est sûr. Bah non, mais ça, c'est évident. Mais c'est intéressant parce que franchement, je trouve on a exactement la même vision là-dessus. Et moi, aujourd'hui, je vois aussi, que ce soit le business ou les investissements, je vois ça de plus en plus en notion d'emmerdement parce qu'en réalité, bah, tu fais ça, certes, t'as le côté, bon, t'as d'abord le côté monétaire. Ouais, ok, tu t'investis, t'entreprends parce que voilà, faut faire bouillir la marmite, faut gagner son oseille. Après, tu fais ça aussi parce que, bah, c'est intéressant, parce que tu te développes, parce que, bah, ça, tu sais, on parlait de la pyramide de Maslow tout à l'heure, ça permet, bah, de s'accomplir d'une quelconque façon d'avoir d'avoir de la réussite dans le business. Mais après, il faut pas non plus que ça te bouffe ta vie et que tu aies un taux d'emmerde qui soit beaucoup trop élevé parce que sinon, en fait, ça vaut plus le coup de le faire, quoi. Complètement, complètement. Faut faire de l'argent. Et une fois que tu fais Ouais, ton argent, là, tu peux te focaliser sur être heureux. Mais trop de gens veulent être heureux alors qu'ils n'ont pas sans rien d'argent. faire. Ouais. Non mais trop de gens ils sont là, je suis pas heureux, je suis pas heureux, je suis pas heureux. Le but c'est pas d'être heureux, hein, in fine. Hein. Ouais, c'est Euh, de remplir sa vie. le but c'est de remplir sa vie. Moi j'ai une liste sur mon Notion qui s'appelle The Unjob, comme la série, Ouais. et il y a 100 Ok. choses que je veux cocher dans ma vie. Et je vais cocher ces 100 choses. Sans chose, ouais. Et, Enfin, qu'elles sont importantes. ouais, c'est ça. Et je vais toutes les cocher. Et c'est pas des choses qui viennent naturellement étant heureux. C'est des choses où il faut aller les chercher, tu vois. C'est des choses où il faut se la donner pour les accomplir. Et en fait, tu regardes les gens ce qu'ils disent quand ils sont en train de mourir. Les gens qui ont des regrets parce qu'ils se sont touchés les couilles, c'est trop chiant. C'est trop chiant. C'est hors de question que ça se passe comme ça. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Et ça passe tellement vite que Ouais, la vie est courte, ça, c'est sûr. ah, voilà, c'est peut-être ça le bilan de l'histoire à Ouais, je retenir. suis entièrement d'accord. Bon, en tout cas, interview super intéressante. On a totalement explosé le temps du podcast, mais c'est pas grave. En vrai, c'était super intéressant d'avoir un peu ton parcours, toutes tes activités. On peut te retrouver où, du coup, sur tes différents réseaux? En plus, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un site aussi pour ta franchise. Ouais, donc effectivement pour la franchise de la Zerapi, mais au-delà de ça, ça c'est une franchise qui va se développer naturellement avec le bouche-oreille. Comme je te dis, on connaît beaucoup de monde Ok, dans le business physique maintenant, donc c'est vrai pour l'instant on a juste fonctionné au bouche-oreille ok, euh, et via le podcast aussi qu'on avait fait, on est passé sur le podcast de avec Adrien de Bye Bye Patron que je salue ouais, parce on est aujourd'hui en contact grâce à lui. ok, Euh, mais ouais, effectivement, la thérapie pour la franchise. Et aujourd'hui, j'ai enfin débloqué le temps pour effectivement me reconcentrer sur la création de contenu en ligne. d'accord, Sur la création de contenu en ligne, donc ouais, YouTube, Instagram, les basiques, hein, ok. Du coup, à Clément Dudek, simplement. je mettrai les liens en description de toute façon. Donc bon, mais en tout cas, merci à toi pour cet épisode. Il y a peut-être encore un dernier sujet de la fin où tu as encore quelques mots à dire éventuellement pour nos auditeurs. Je pense on a parlé de beaucoup de choses. Ouais, je pense aussi. On a donné des très grands principes Toi plusieurs aussi. fois. Toi aussi. Non, je pense que c'est super intéressant. Je pense que le podcast, il est top. Je pense qu'on Ouais, a je pense. vraiment, on a vraiment, enfin vraiment, la chose qu'il faut retenir, c'est que les gens ne prennent pas leur stylo Velleda, ne prennent pas leur tableau de blanc et ne font pas de plan d'action sur comment se sortir les doigts du cul. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir, c'est que les gens se plaignent, les gens sont pas contents, les gens attendent leur soirée, les gens attendent leur week-end, ils attendent leurs Ouais, vacances, mais la solution, elle est toujours là.
et en fait, il y a personne qui va travailler 1 an tous les soirs, tous les week-ends et qui va pas réussir sa vie, hein. Il y a personne qui a travaillé 1 an non-stop sur un projet entrepreneurial et qu'à la fin qui a dit: «Bon, bah, c'est de la merde, finalement être salarié, c'est mieux», tu vois? J'ai jamais vu Ouais. ça, hein. Non, mais J'ai ça, jamais c'est vu sûr. ça. Comme tu disais il y a 3 minutes avant, c'est en général, à la fin, les gens, ils ont des regrets de pas avoir fait des choses. Il y a personne qui va te dire: «Ah, j'ai fait ça, j'aurais pas dû entreprendre, machin». C'est plutôt: «Non, justement, j'étais salarié toute ma vie, j'aurais dû faire autrement». Complètement. Parfait. Bah, écoute, encore un grand merci, d'avoir été l'invité de ce podcast et puis, bah, écoute, on essaie de te retrouver bientôt. Merci à toi. À bientôt. À la prochaine. Ciao.